Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de Presse à Plus. Autour de la table, nos invités consultants habituels, Ousseini Issa, journaliste professionnel. Ousseini, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et en face, il y a Dr Amadou Bounti Diallo, anthropologue, philosophe, enseignant-chercheur à la retraite. Docteur, bonjour. Merci d'être là. Un absent, vous l'avez noté, il s'agit de Traoré Daouda. Tradam, donc, nous attendons d'un instant à l'autre et que nous prendrons dès qu'il fera son entrée, Inch'Allah. Il y a beaucoup de nos téléspectateurs ou de nos auditeurs qui continuent à nous écrire pour nous demander les raisons de l'absence de Dr Amadou Boubacar Hassan. On l'a un peu expliqué ici. Pour ceux qui n'étaient pas au courant jusqu'ici, eh bien, on a dit que Dr Amadou Hassan Boubacar était désormais dans des fonctions qui ne lui permettent pas d'être sur ce plateau dans le cadre du débat de Presse Plus. Donc, c'est ça qui explique son absence. Voilà. J'espère que ceux qui n'ont pas pu avoir cette info depuis tout ce temps l'ont désormais. Merci en tout cas de votre fidélité et bienvenue à toutes et à tous. Je propose tout de suite, en essayant de rattraper le temps, un peu dans le temps qu'on a perdu, suivant tout de suite donc le résumé ou l'introduction de Presse Plus aujourd'hui, deux petits sujets à la une, et nous découvrons tout cela avec Boubacar Amadou, notre camarade de la rédaction de la télévision Bonferré. Dimanche 26 février 2023, Presse Plus de cette semaine vous propose deux gros sujets au menu. Le premier est relatif au voyage de plus en plus nombreux du président de la République à l'extérieur. Il est titré « Voyage présidentiel, qu'est-ce que Bazoum cherche dehors ?» Et le second sujet est relatif quant à lui à la situation sociopolitique du pays, notamment à la très probable ébullition du Front social. Il est intitulé « Front social, tempête en vue ». Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Presse Plus. Voyage présidentiel, qu'est-ce que Bazoum cherche dehors? C'est l'interrogation qui va constituer la problématique donc, du premier sous-thème de Presse Plus d'aujourd'hui, résumé avec Boubacar Amadou que nous retrouvons. Voyage présidentiel, qu'est-ce que Bazoum cherche dehors? Bazoum est trop souvent dehors. C'est l'avis de la majorité des Nigériens, du moins ceux et celles qui suivent l'actualité des activités présidentielles. Le président de la République, à l'instar de son prédécesseur, voyage de plus en plus beaucoup et nombre de Nigériens s'interrogent de plus en plus l'intérêt, les enjeux, voire les retombées réelles et concrètes de ces multiples déplacements. Son dernier déplacement, par exemple, a duré une dizaine de jours et l'a conduit dans 6 pays différents, dont 2 en Europe. Qu'est-ce que Bazoum cherche-t-il dehors? La question se fait récurrente et il faut le reconnaître, elle est tout à fait légitime de la part des citoyens de son pays. À suivre tout de suite le débat. Alors, Nissa, qu'est-ce que Bazoum fait dehors? Dans un premier temps, cette question peut paraître, comment dire, brutale. Mais est-ce que, justement, c'est juste une impression ou bien c'est vrai qu'on peut constater que le président de la République, comme le précédent d'ailleurs, prend de plus en plus, prend l'habitude de sortir plus souvent du goût des Nigériens. Oui, effectivement, Draman, ce n'est pas une impression, c'est un fait avéré. N'est-ce pas? C'est un fait avéré parce que quand on regarde un peu, en 2 ans, on ne sait pas exactement le nombre de voyages qu'elle a effectué de voir. En réalité, moi, en mon sens, ce n'est pas ça véritablement le problème. Le problème, c'est qu'il y a des voyages où on a l'impression que ça vient comme ça. Ce n'est pas des voyages planifiés dans tous les cas. Son prédécesseur également, souvent ce n'est pas des voyages planifiés. C'est des voyages comme ça, ou une invitation, ou souvent assister à des conférences internationales pour aller avoir un peu de visibilité. Parce que moi je dis souvent, c'est la visibilité personnelle que la personne cherche, parce que ces voyages, on ne sait pas le coût, mais ça doit être énorme, n'est-ce pas? C'est beaucoup d'argent qu'on investit dans ce genre de sorties-là. Et c'est de l'argent qui aurait pu servir à autre chose. Surtout, c'est des voyages qui interviennent souvent
au moment où le pays est confronté à des problèmes. On voit peu de présidents faire ces voyages. On a vu avec Youssouf où pratiquement il est tout le temps dehors dans des sommets, conférences de ceci, cela, sommets de ceci, cela. Mais en fin de compte, il n'y a aucune retombée palpable le plus souvent. Jusqu'à la fin de son mandat, on n'a pas vu grand-chose. Je me dis, c'est peut-être leur style de gouverner, mais moi j'ai dit, ce style-là, ça coûte cher à l'État. Parce que c'est les deniers publics qui sont utilisés. Imaginez un avion qui va, le frais de parking, les frais de carburant, le frais de prise en charge de tout ce beau monde-là qu'on transporte dans le voyage, les frais d'hôtel et autres. Ça, c'est beaucoup d'argent. Mais c'est quoi concrètement comme retombée? Et c'est tout à fait légitime que les gens se demandent qu'est-ce qu'ils cherchent au fait dehors. C'est légitime comme question parce que c'est de l'argent public qui est utilisé dans le cadre de ces voyages-là. Et les gens ne voient pas des retombées immédiates. Et souvent, on se pose des questions même par rapport au choix de certains pays. Qu'est-ce qu'on va aller chercher dans ces pays, si ce n'est peut-être en villégiature, comme le pensent beaucoup de Nigériens. Comme le pensent beaucoup de Nigériens. Et surtout quand on fait le parallèle, docteur, avec des pays comme, qui ont les mêmes gouvernements ici d'élection, donc les mêmes pouvoirs démocratiques ici d'élection, le Bénin par exemple, le Ghana, le Nigeria, le Togo, on a l'impression que bon, ce président-là ne bouge pratiquement pas de chez eux, mais les pays tournent. Est-ce que chez nous, qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui est cette nécessité? Parce que, comme on l'a dit, on voit une espèce de continuité dans cette pratique-là. Après Issoufou, c'est Bazoum, quoi. Non, surtout qu'il n'y a pas d'effet d'annonce. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a reçu, par exemple, à Bruxelles? Parce qu'à Bruxelles, où il a été reçu à Guinée, est-ce qu'il y a eu quand même une annonce? Parce que même les fonctionnaires de l'Union européenne savent que quand le président se déplace, c'est beaucoup d'argent qui est dépensé. Dans un pays qui est en guerre et qui est considéré comme l'un des plus pauvres du globe, le déplacement d'un président, en tout cas à Bruxelles, c'est quand même des sous. Et ça pèse. Mais quand vous remarquez les capitales qu'il a visitées, ce qui est ahurissant, c'est surtout les deux dernières étapes. Libreville et Brazza. Il dit qu'il est allé parce que le Gabon est en train d'acquérir une certaine dimension diplomatique, mais c'est pour réclamer, semble-t-il, selon ce que j'ai vu dans les journaux, le corps de l'ancien ministre du Gabon qui est décédé d'une crise cardiaque, parce qu'il semblerait que ses parents soient originaires de Meaï. Et il va jusqu'à préciser qu'il y a des liens personnels qui le lient à ce monsieur-là, et qu'apparemment on veut que son corps soit rapatrié dans le village d'origine de ses parents. Mais il a déjà été enterré. Non, cela ne peut pas empêcher l'exhumation. Même été sous sa tombe. Oui, mais je pense qu'il y a un problème. Hein. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que il veut se servir de cet événement-là comme un événement politique. Vous avez suivi son discours. Moi, je l'ai suivi. Il s'appelle Michael Adam, quelque chose comme ça, qu'il est très attaché au Niger. Moi, je ne l'ai jamais vu au Niger. Et à moins que... C'est un Gabonais, c'est un ministre Gabonais. Oui, il était ministre des Affaires étrangères, mais il aurait quand même pu faire... faire... Affaires en exercice, parce que c'est un conseil des ministres. Voilà, qu'il a eu une crise. Donc ce monsieur était Gabonais, c'est clair. Même s'il a des origines nigériennes, il était Gabonais. Oui, il dit qu'il fait partie des 15 000 Nigériens qui sont installés là-bas, ils n'ont pas de problème. D'ailleurs, il y a un qui a même pu accéder jusqu'au grade ou jusqu'à la fonction de ministre des Affaires étrangères. Vous savez, moi je me hasarde là, mais il est possible que je n'ai pas raison. Moi je crois que c'est des problèmes, vous savez, c'est des sociétés, la société Bantou c'est une société d'initiation, une société où il y a beaucoup d'initiation. D'ailleurs, les Bantous passent leur temps à parler de crise du Muntu, l'homme problématique Bantou qui a des problèmes. Omar Ali Bongo Ondimba a pris la succession de son papa comme grand maître de la loge maçonnique du Gabon. Sassou Nguesso est le grand maître de la loge maçonnique de l'Afrique équatorienne ou équatoriale. Donc moi je pense que c'est des questions, en tout cas de mon point de vue et de par mes analyses, il s'agit, les deux dernières visites, c'est des visites privées. Je ne vois pas en quoi l'avion présidentiel pouvait être mis à disposition de Bazoum pour effectuer aller rendre visite à la famille d'un défunt, ça ne relève pas de la fonction présidentielle, surtout que le monsieur
Bon, en tout cas, moi, si ce n'est pas lors de son décès, je ne sais même pas qu'il était nigérien. Sassou Nguesso, ceux qui nous lisent, peut-être c'est les 50 milliards de prêts contractés autant. Mais vous remarquez que de temps en temps, Libreville abrite ce que les francs-maçons, les initiés, je ne le suis pas, appellent les rencontres fraternelles et humanistes d'Afrique et de Madagascar. Et vous avez remarqué qu'on nous dit que c'est une visite de travail, mais il n'y a pas eu de communiqué final. Donc, ça en réalité une visite privée. Ça n'a rien à voir avec la fonction d'État. Peut-être que c'est une visite d'initiation ou de confirmation d'avancée dans un... Je ne sais pas si Bazoum lui-même est initié, mais en tout cas, ça sent l'odeur de la franc-maçonnerie chez les deux là. Donc, pourquoi? Vous avez vu, quand on était Premier ministre, il ne s'est jamais déplacé avec les moyens de l'État pour y aller. Il prenait des vols irréguliers et puis il allait de Libreville. Parce que de plus en plus, les francs-maçons ne cachent plus leur appartenance. Maintenant, ils l'affichent. Et il est tout à fait possible que ce monsieur, qu'il soit chrétien ou musulman, qui n'ait pas eu l'onction ni de l'église ni de la mosquée lors de son enterrement. Est-ce que vous suivez bien? Parce que l'église, déjà, officiellement, a jeté l'anathème sur la franc-maçonnerie. Si vous êtes franc-maçon, vous mourrez, l'église dit de ne pas exercer de prière. Parce que les francs-maçons ne croient pas en Dieu en tant qu'être créateur unique, ainsi de suite. Donc, moi, en tout cas, c'est ma petite lecture. J'espère que j'ai tort. Donc, le monsieur a été enterré chez lui. Peut-être en prévision de l'exhumation du corps pour l'être rapatrié à Mayaï. C'est tout à fait possible. En tout cas, moi, voilà comment je vois un peu. Les deux dernières visites n'ont rien à voir avec sa fonction présidentielle. Il est parti, qu'il... vous voyez, il n'y a pas de communiqué final. Oui, mais encore que, bon, il a officiellement rencontré le président Ali Bongo, hein, ils ont eu un tête-à-tête. Mais Bongo est le patron de la franc-maçonnerie gabonaise. À la présidence oui, gabonaise. Oui, mais il n'est pas allé ailleurs. Voilà. Et la présidence, il est allé chez le défunt, où il a visité sa tombe, et puis il a, semble-t-il, fait une fatia. Mais il cherche, en tout cas selon ce que j'ai vu dans les journaux, à ce qu'on rapatrie le corps. Pourquoi? Voilà. Moi, je me pose la question. Donc, au moins, ces deux dernières étapes-là n'étaient pas des étapes dans le cadre, en tout cas, de l'intérêt de l'État, dans le cadre de l'intérêt de la République. C'était deux voyages individuels ou personnels, où il a embarqué deux ou trois ministres et son directeur de cabinet, et puis ça s'arrête là. Bon, maintenant, je crois que dans 10 jours, il va retourner au Gabon, puisqu'il y a un sommet, dans 7 jours d'ailleurs. Il va retourner au Gabon parce qu'il y a un sommet sur les forêts, surtout la forêt tropicale, parce que le Gabon est en train de se battre pour que, en tout cas, on mette le cadre des forêts dans le cadre donc, de la résilience et donc de la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà. Donc dans 7 jours, je pense qu'il va retourner aussi. Mais là, en ce moment-là, s'il va dans le cadre de la forêt, ça peut être une visite officielle mais les deux dernières étapes, Libreville et Brazza, vous n'êtes pas convaincu que non, ce c'est soit des trucs officiels et surtout rentables pour le voilà. pays. Alors, voyage présidentiel, qu'est-ce que Bazoum cherche dehors? Le journal Le Sahel, dans sa parution du 23 février, a titré « Fin des visites de travail du président de la République. Son Excellence Mohamed Bazoum a regagné Niamey hier dans la soirée. » C'était donc hier, en début de... Enfin, la soirée, en début de soirée notamment, le président de la République donc, a fait son retour cette semaine, en début de semaine. Et le journal La Nation, quotidien La Nation, dans sa parution du 22 février, le journal titre « Au Gabon », justement au Gabon, le journal dit « Au Gabon, au menu, le raffermissement des liens de coopération entre les deux pays ». Au Gabon, au menu, les raffermissements des liens de coopération entre les deux pays. Ça, c'est le journal La Nation, dans sa parution du 22 février. Le titre devrait s'afficher, voilà. Et donc, le journal La Nation qui titre « Au Gabon, dans sa visite au Gabon, se trouvait au menu le raffermissement des liens de coopération entre les deux pays. » Donc vous entendez, docteur Bounti, mais ils n'ont qu'à préciser les domaines. Ils n'ont qu'à préciser les domaines. Le président de la République voilà. au Gabon, c'est dans le cadre du raffermissement des liens de coopération entre les deux pays. En tout cas, c'est ce que nous dit La Nation dans sa parution du 22 février.
Et puis le Hérisson, le hebdomadaire Le Hérisson, cette fois, titre Périple présidentiel, Bazoum Mohamed, explorateur de solutions. Périple présidentiel, Bazoum Mohamed, explorateur de solutions. Zénissa. D'abord, concernant la vie au Gabon, quand le journal titre, il y a réaffirmation. Moi, je ne sais pas, c'est bien vrai, il y a beaucoup de Nigériens qui vont au Gabon, mais on n'a pas véritablement de relations de coopération comme ça avec, de manière générale, les pays de l'Afrique un peu, comment dirais-je, australe, je veux parler de l'Afrique centrale. Bon, il y a quelques pays, bien évidemment, mais vraiment des pays comme le Gabon, les pays forestiers, comme on les appelle là. Mais au Gabon, il y a une forte... oui, d'accord, oui. Au Cameroun, notamment, oui, aussi. Oui, en Centrafrique oui, également. Oui, mais je veux dire, les échanges d'État à État, c'est un peu, comme on avait dit, c'est pas tellement prononcé, il n'y a pas tellement de dynamisme. Maintenant, dire que bon, c'est pour établir, comment dirais-je, cette coopération, je suis tout à fait d'accord. Il faut prospecter aussi un peu en Afrique. Ça, mais aussi d'abord privilégier un peu les voisins immédiats qui sont là. C'est ça le plus important parce que c'est avec eux surtout que le contact est beaucoup plus, les contacts sont beaucoup, les échanges sont beaucoup plus prononcés, n'est-ce pas? Maintenant, quand il parle d'explorateur de solutions, et le journal, oui, d'accord, mais quelle solution alors qu'il y a des problèmes chez lui? Il y a beaucoup de problèmes chez lui, n'est-ce pas? Alors, cherche d'abord les problèmes chez toi. Bon, moi, je me dis, c'est un peu la continuité de la Renaissance acte 1, acte 2. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a quelque chose de haut, même si on n'a rien à dire, il faut quand même partir pour montrer qu'on est là. Le président Youssouf a fait ça pendant pratiquement une décennie, n'est-ce pas? À chaque fois, les voyages, les questions migratoires, nous sommes là, présents, et c'est nous qui donnons comment on appelle ça, les interviews aux grands médias, pour situer le problème du changement climatique. C'est nous qui sommes là pour poser les débats. Alors, ça nous rapporte quoi concrètement? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que ces voyages-là, comme je l'ai dit, ont un coût énorme. Quelles sont les retombées, en tout cas, même un peu, je peux dire, à plus ou moins court terme, quelles ont été les retombées de tous ces voyages auxquels on a assisté sous la présidence Youssoufou? Si ça doit continuer, alors qu'il y a des problèmes qu'on peut régler avec cet argent qu'on investit pour aller avec des gens souvent qui servent à rien du tout en tout cas qui servent concrètement à rien du tout dans la délégation. Ça rapporte quoi concrètement? Ça n'a pas de... Moi, pourquoi j'ai dit il faut revoir les choses? Parce que quand on voit un peu dans les pays occidentaux comment les choses se passent, on entend rarement les déplacements de présidents de ces pays-là. Et même quand le président se déplace, c'est que c'est planifié. On sait d'avance, par exemple, dans l'année, le président va aller, sauf cas de force majeure, il y a un événement grave qui c'est planifié. Mais pourquoi ne peut-on pas planifier chez nous? Chaque fois, il y a une petite réunion par-ci, par-là. Souvent, en fait, il n'y a pas que les pays occidentaux, mais même à côté de chez nous, même on a l'impression que nos présidents, mais justement, sont plus que les gens qui sont au Bénin, par exemple. Mais c'est comme si c'est une façon de fuir les problèmes locaux, d'oublier un tant soit peu les problèmes auxquels on a affaire, pour aller un peu, comment dirais-je, vider un peu, peut-être le stress et autres par rapport aux problèmes qu'on a chez soi. Ce n'est pas la solution, moi je pense. Il faut d'abord régler les problèmes à l'interne avant de songer à aller régler les problèmes chez quelqu'un d'autre. Parce que nous avons beaucoup de problèmes, je n'ai pas besoin de les étaler. Rien que cette affaire de crise qui fait fuir les populations, crise sécuritaire qui fait fuir les populations, où on vient, on entretient des discours qui ne tiennent pas la route, ou du moins qui ne concordent pas avec ce que les gens vivent sur le terrain. Moi je dis, le président aura mieux à faire de rester chez lui, régler les problèmes de chez lui, que de vouloir aller régler les problèmes de libération de prisonniers ou autres. Surtout quand on sait que ça coûte énormément d'argent. Mais ça coûte bien évidemment beaucoup d'argent. Et l'argent, on en a besoin ici. Oui, mais on en a besoin, bien évidemment. Pour bien d'autres choses. Tradam, bonjour. Bonjour. Vous venez de faire votre entrée depuis l'entame de cette émission. Alors, le débat est qu'est-ce que Bazoum cherche dehors? On le disait tout à l'heure, à l'entame de cette discussion. Est-ce que c'est juste une impression ou bien c'est vrai qu'on constate que notre président se déplace beaucoup, à l'instar de son prédécesseur d'ailleurs, et ce constat, on peut le faire tout simplement en comparant, on l'a dit tout à l'heure, on a l'impression que nos présidents voyagent ou sortent plus que les présidents qui sont à côté de nous, dans d'autres pays. On a cité le Bénin, le Togo, le Ghana, le Nigeria aussi, souvent. Pourquoi, selon vous? Pourquoi
C'est une mode de gouvernance, pourquoi? Ou bien c'est parce qu'on a plus de problèmes que les autres, je ne sais pas. Bon, comparaison n'est pas raison, comme on dit. C'est vrai quand on regarde entre Issoufou. À ses débuts, il n'y avait pas eu beaucoup de voyages, contrairement à Issoufou, où les gens, même si vous vous rappelez, l'appelaient Rimbo, pour dire qu'il voyageait beaucoup. Lui, au tout début, c'était pas, il ne sortait pas beaucoup. Mais c'est ces derniers temps qu'on a remarqué effectivement qu'il est en train de prendre le même élan. Ça devrait sortir à durer 10 jours. Hein? Oui, 10 jours, je crois. Oui. Pour 4 ou 5 pays, je crois. Et 6 pays. Voilà. Donc, j'ai entendu aussi dire que autant rester chez soi, résoudre ses propres problèmes. Mais c'est ça le problème justement entre nous, de la presse qui disons les choses, et les gouvernants. Eux, ils n'ont pas l'impression, contrairement à nous, que réellement il y a des problèmes. Pour eux, les problèmes sont gérables et ils sont gérés, puisqu'il n'y a rien qui leur rappelle des problèmes tout le temps. Et c'est pourquoi ils se permettent d'aller de temps en temps faire des visites parfois qui n'ont aucun sens. Quand vous dites qu'il n'y a rien qui leur rappelle qu'il y a des problèmes, ça veut dire quoi? Mais Qu'est-ce que vous voulez dire? Puisque tout le monde... Parce que si c'est sur le plan sécuritaire, on voit bien les populations se déplacer. Oui, mais... Il y a des attaques, ils le savent. Mais c'est eux-mêmes qui gèrent ces attaques-là à la fin, je veux dire, quand ça se passe, et même au moment où ça se passe. Et il y a les travailleurs, il y a les populations, il y a les médias qui rapportent des choses. Mais rien que la semaine dernière, sur ce même plateau, on avait noté que pendant que les gens, certains, on ne les avait même pas enterrés, lui, il a pris son avion pour partir. Donc ça veut dire qu'il ne considère pas réellement que c'est un problème très sérieux qui peut... Parce que tant que le problème n'est pas criard, qui peut menacer son régime, il surfe dessus. Il surfe dessus. Le problème donc c'est quoi? C'est un déni? Non, c'est pas un déni. Ou c'est un mépris? Non, c'est pas un mépris. Ce n'est pas un déni, mais c'est une façon de voir les choses. C'est un problème, il est devenu coutumier. C'est pas pour ça que je veux réellement devenir amorphe pour ne pas mener mes activités. Comme dirait l'autre, la vie doit continuer. C'est peut-être ça leur interprétation de la chose. Or, aujourd'hui, comme vous dites, il y a un déphasage, il y a un décalage complet entre les gouvernants et leur peuple, notamment dans notre pays. Comme vous avez pris le cas du Nigeria, du Bénin et du Togo, et ils sont beaucoup plus proches de la réalité de leur peuple. Parce que même si ils sont peu nombreux, ils sont sur des petites surfaces, mais quand même, ils sont beaucoup plus proches. Or, nous sommes ici sur une grande surface où le problème, bon, on estime que ça peut arriver, et les gens continuent. C'est ça le problème. Parce que, regardez, surtout l'étape de... Ce qui a fait beaucoup de bruit, c'est l'étape du Gabon. Oui, docteur Mouti vient d'en parler tout à l'heure. Oui, l'étape du Gabon et celle de Brazzaville. Oui, celle de Brazza. Bon, ça n'a... Enfin, en tout cas, moi, à mon sens, ça n'a pas lieu d'être. Un président, c'est pas manabana comme disent les Maliens, quoi. C'est-à-dire qu'un président, c'est comme quelque chose d'assez singulier, d'assez représentatif. On ne doit pas faire du n'importe quoi entre griffes. Un président, quand il se déplace, la raison est connue, même si, vous vient de rappeler, ici, en Afrique, on n'est pas aussi organisé que ça pour avoir un planning sur un an, pour dire que janvier, on va faire ça, février. Il n'y a pas ça en général chez les Africains. De l'Afrique de l'Ouest, en tout cas, on évolue. Parce qu'aujourd'hui, même la CEDEAO, vous n'avez pas un calendrier réel de ces réunions. Ni l'humour, vous n'avez pas un calendrier réel. Or, comme la preuve, la dernière réunion de la CEDEAO, elle l'a tenue en marche de celle de l'Union africaine. Voilà, donc, pour profiter du fait que tout le monde est là. était là-bas. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'Afrique qui est un peu comme ça, mais le Niger, c'est l'Afrique en pire. Elle a même failli tenir une réunion à New York l'année passée. Oui. La CEDEAO, oui, absolument. Voilà, donc c'est ça l'Afrique. Et l'Afrique est représentée en miniature avec toute cette art ici dans notre pays aujourd'hui. Docteur Bouti. Oui, c'était quoi? C'était, oui, c'est parce que lui nous a rejoint. Bazoum, explorateur de solutions, par exemple, on a vu la une de ces journaux-là. Vous direz un peu, et vous qui avez un peu essayé de dégratigner ou de gratter
un peu les soubassements des raisons qui ont conduit le président Bazoum au Gabon à Brazzaville. Vous avez entendu le journal Nation qui dit que c'est dans le cadre du rétablissement des liens de coopération entre les deux pays. Non. Concernant surtout le Gabon. Non, je pense que ça, moi je connais la société gabonaise, j'ai séjourné là-bas. C'est une société extravertie qui n'a rien à voir avec l'Afrique, rien. Les Gabonais ont l'esprit tourné vers l'Europe. L'oignon vient d'Australie, les poissons viennent du Brésil, les produits manufacturés viennent d'Europe, surtout de France. Bon, il y a depuis quelque temps les Chinois qui sont en train de s'installer dans le BTP. C'est-à-dire que pour eux, bon, coopérer avec l'Afrique, je ne pense pas que ce soit leur priorité. Non. Ils sont tournés plutôt vers l'extérieur. Ils sont tournés vers l'Europe, surtout vers la France. Surtout vers la France. Quand vous allez à Libreville, bon, je suis désolé, Libreville n'est pas plus développé que Niamey. Malgré le fait que pendant 30 ans ou 50 ans, ces gens-là ont exploité le pétrole. Le pétrole a plutôt profité. Non, le pétrole a profité surtout à Elf et à la France. Donc à la France. Le bois, c'est après que le président Ali Bongo Ondimba a dit non, il faut commencer à transformer le bois sur place. Moi, j'étais au Gabon, donc c'est une société. Quand ils parlent de Muntu problématique, c'est qu'ils savent qu'ils ont un problème de réappropriation de leur personnalité, parce que c'est une personnalité extravertie. Le Bantou, regardez comment il s'appelle l'autre Bantou, comment il s'appelle Biya. Biya, il a une suite présidentielle en Suisse depuis plus de 30 ans. Il passe plus son temps dans cette suite-là que chez lui. Absolument. Et même s'il a au Cameroun, il passe plus son temps dans son village à jouer au golf. Donc en réalité, c'est toute une mentalité. Par contre, ce qu'il a dit, il a dit aux parlementaires de la francophonie, il aurait dû l'appliquer. Il dit que lui, il a beaucoup d'admiration pour Alassane Ouattara parce que c'est un bâtisseur. Effectivement, Ouattara est en train de bâtir son pays. Ça, c'est indéniable, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il y a des autoroutes qui sont construites, il y a des universités qui sortent de terre, il y a beaucoup de choses. Maintenant, il est en train de... Donc, il aurait dû peut-être prendre cet exemple-là, aller voir Ouattara pour lui dire, bon, écoute, je viens m'inspirer de tes recettes. Mais qu'est-ce qu'il va aller faire Sassou, il est resté quoi, de 79 à maintenant avec quelques intermédiaires au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait de son pays? Son pays, même pour payer les salaires, est obligé d'aller vers le FMI et la Banque mondiale, alors que le pétrole est en train de s'épuiser. Donc, ce ne sont pas des modèles. Je suis désolé, ce ne sont pas des modèles. S'il va peut-être au Ghana, moi je peux comprendre parce que le Ghana est quand même sorti du trou. Il ne faut pas l'oublier, même si actuellement il y a une crise. S'il va en Afrique du Sud, je peux comprendre. S'il va au Brésil, je peux comprendre. Mais franchement, ces pays qu'il a visités, je ne vois pas la nécessité. Donc, quand les gens disent Bazoum explorateur de solutions... Il n'a qu'à essayer de régler ses propres problèmes dans son pays. Parce que les problèmes de son pays, là, sont immenses. Je pense que c'est quand même indécent de dire qu'il est explorateur de solutions. Quand dans son pays, les solutions sont 1022. Les problèmes, du moins, 1022. Donc, je suis désolé. C'est pas, ça, c'est peut-être un titre pour essayer de masquer, en tout cas, le non-événement des dernières étapes de son périple, mais je pense quand même que c'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il est allé gâcher de l'argent public comme ça. Et oui, parce que moi, je suis persuadé que ce voyage-là aura coûté à notre trésor au minimum 1,5 million d'euros. En 10 jours, au minimum 1,5 million d'euros. Et est-ce que les gens savent l'heure de vol, là? Avant, c'était 700 000. Maintenant, c'est plus d'1 million. L'heure de vol. L'heure de vol. Oui, rien que le carburant. Quoi, 1,5 million d'euros, tu dis ça fait 250 millions après? Non, j'ai dit, le voyage aura coûté au moins 1,5 million d'euros. Le voyage au Gabon ou l'ensemble? Les 10 jours? Non, ça dépasse ça. Ah oui, 250 millions, c'est plus que ça. C'est plus que ça, c'est à 10 jours. Il est parti à Bruxelles, après à Paris, après à Addis Abeba, après à N'Djamena, après à Libreville, et enfin au... Non, il était à Bruxelles d'abord. Oui. Après à Paris. Il a fait Paris. Après Addis Abeba. Après N'Djamena. Après Libreville. Puis Brazzaville. C'est les deux dernières étapes là qui posent problème. Parce que vraiment, je pense que c'est d'innocence. Il peut aller à titre privé, peut-être pour ses vacances, mais je ne vois pas en quoi nos relations avec le Gabon et le Congo méritent que le président aille séjourner là-bas. Moi, je ne vois pas. Il y a 15 000 Nigériens là-bas. Pour la plupart, ils sont soit étudiants,
où ils sont dans les antiquités là. Mais ils ne sont pas dans la grande activité. Le seul qui se trouve dans la grande activité informatique, c'est celui qu'ils ont nommé consul. Il a fini ses études là-bas, il est resté et puis ils l'ont nommé consul. Lui, il est devenu riche au Gabon. Mais les autres là, en tout cas, c'est des étudiants ou ce sont généralement des gens... Et la grande masse, c'est des commerçants. Voilà. Parce qu'il faut comprendre un peu la structure de cette société-là. L'informatique est entre les mains des Sénégalais et en partie des Maliens. Le textile, pareil. La restauration entre les mains des Maliens et des Guinéens. Voilà comment. Le Gabonais lui-même, bon, le matin, il se réveille avec casquette pour le matin. Le Gabonais d'abord, avec sa cravate, son journal. Bon, il est extraverti, c'est le petit Marseillais noir qui se trouve sur le continent africain. Mais concrètement, ce n'est pas des gens qui cherchent des relations avec nous. Ils considèrent que bon, ils sont arrivés à un certain niveau de vie où ils doivent plutôt copier l'Europe que les pays africains. Franchement, ça, c'est des visites dont il aurait pu épargner le trésor public. Et cela nous amène à ce titre, celui de l'actualité, le journal de l'actualité, qui titre « Voyage présidentiel quand Bazoum marche à contre-courant des attentes de son peuple ». Voyage présidentiel quand Bazoum marche à contre-courant des attentes de son peuple. C'est la une du journal de l'actualité. Et puis Le Monde d'aujourd'hui, toujours, cette fois, qui titre « Périple du président Bazoum à l'étranger, pour quelles retombées concrètes ?» Périple du président Bazoum à l'étranger, pour quelles retombées concrètes? Vous vous êtes déjà posé cette question, pour quelles retombées concrètes? Mais on sait que, comme on l'a dit, depuis quelques mois, on a l'impression que le président bouge beaucoup plus qu'à ses débuts, à l'entame de son mandat. Mais ce dernier périple, notamment, on a l'impression qu'il a fait plus parler que les autres. Pourquoi, selon vous? Oui, mais effectivement, les gens ont observé. Ce n'est pas en fait à partir de ce périple que les gens ont commencé à parler. Vous vous rappelez, quand lui-même s'est déplacé pour aller, je ne sais pas, c'est en Turquie, non? Pour acheter comment on appelle? Pour commander le président qui s'investit directement dans la commande d'armes. Tout ça, ça a fait jaser à l'époque déjà, n'est-ce pas? Mais ce que les gens ne comprennent pas de manière générale, ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est un peu la continuité de la Renaissance Acte 2, n'est-ce pas? C'est-à-dire en termes de voyage. Parce que souvent, c'est des sommets, effectivement, on peut parler sur le plan mondial, mais quand on voit un peu les questions dont on parle à l'occasion de ces sommets, je me rappelle, je me permets cette digression, quand Issouf était au pouvoir, un temps, il a voulu prendre en charge la question de la migration. Pour dire que lui, il va créer les conditions pour que les subsahariens qui transitent par notre pays, il a voulu s'accaparer. Il y a des pays qui ne l'ont pas suivi, bien évidemment. Il s'attendait certainement à de gros financements. Mais où sont les financements? Il n'y en a pas eu. Justement, des pays de l'Union européenne, comme l'Italie, voilà, tout ça. Parce qu'il fallait fermer la route, la frontière terrestre par Agadez qui va vers la Libye. Il fallait créer les conditions. Il y a eu des financements. Mais concrètement, ça a servi finalement à quoi? Bon, ce n'est pas grand-chose qui a été donné parce qu'eux-mêmes, ils ont conscience que c'est quoi qui est à l'origine de ces déplacements massifs-là, de ces jeunes Africains, tout ça? C'est parce que tout simplement, il n'y a pas d'opportunité dans leur propre pays. Allez penser pouvoir. On a vu ce que ça a donné comme résultat. Les résultats, ou du moins l'argent qu'il escomptait tirer de ce plaidoyer-là. Ce n'est pas arrivé. Et on est dans le même sentiment aujourd'hui avec Bazoum. Tout à l'heure, Dr Bounti vient de dire qu'il va aller bientôt, peut-être cette semaine-là, il va aller au Gabon dans le cadre des questions de climat. C'est des questions de climat par rapport à des forêts. On parle de forêt, on ne parle pas de savane. Nous sommes dans des environnements où c'est pas... C'est comme si on a l'impression... Oui, nous sommes affectés, nous sommes gravement affectés. Nous sommes gravement affectés par les phénomènes, les changements climatiques sur le plan alimentaire, sur le plan hydrique, tout. Mais qu'est-ce qu'ils gagnent quand ils vont? On a l'impression qu'on va aller plaider pour la cause de l'Afrique. Mais concrètement, le pays, nous gagnons quoi dans ces choses-là? C'est pour ça que je parle un peu de villégiature. Allez oublier un peu les problèmes à l'interne, c'est qu'on a comme problème, parce qu'on n'a pas, on ne sait pas, on n'a pas de solution pour faire face à ces problèmes-là. On oublie quand on sort, et quand on revient, on se dit les choses se sont tassées, quelque part. Mais sinon, quand on voyage, normalement, ça doit pouvoir faire des retombées. Et
les gens constatent amers que ces retombées ne suivent pas. L'argent a été dépensé. Il y en a qui sont allés dans la valise, comment dire, dans la délégation, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. On sait comment les choses fonctionnent, n'est-ce pas? Les délégations qui sont composées de trentaine, quarantaine, alors que, personnes. voilà. Quand la dernière fois, je vais prendre l'exemple au niveau de la réunion du sommet de l'Union africaine, quand moi je comptais le nombre de chefs d'État et de gouvernement, ça ne dépassait pas une quinzaine. Sur 54 pays, ça ne dépassait pas une quinzaine. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui ont estimé que, mais pourquoi on va aller? C'était pour prendre des sanctions à l'encontre du Mali, de la Guinée et de comment on appelle ça. Mais alors, il y a beaucoup de pays qui ont estimé que, bon, pourquoi aller prendre des sanctions? Ils ont envoyé souvent des ministres et des simples ministres. Pourquoi, quand vous avez les problèmes chez vous, vous ne restez pas à régler les problèmes? Vous pensez pouvoir aller régler les problèmes ou créer des problèmes à d'autres personnes ou des voisins immédiats qui vous sont indispensables dans le cadre de la résolution de cette crise-là. Alors, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Concrètement, c'est quoi? Raffermir les liens de coopération, laquelle coopération n'existe pas. Je ne connais pas une ambassade ici, gabonaise ici, je n'en connais pas. Je ne sais pas s'il y en a ou pas. Je ne parle même pas de Brazzaville encore. Je ne sais pas s'il y en a ou pas. Alors, raffermir quoi? Sur quelle base? On doit raffermir, créer les conditions de sécurité avec nos voisins d'abord, qui sont affectés par la même situation de crise que nous, au lieu d'aller dans des réunions où, bon, on est parti, on est revenu, mais l'argent est dépensé, mais il n'y a rien. Mais est-ce que cela suffit, Tradam, pour dire que ces voyages présidentiels sont un des éléments qui montrent que Bazoum marche à contre-courant des attentes de son peuple? Non, en tout cas, si c'est que Bonti dit, je n'étais pas là quand il a dit, certainement, aussi on l'a rappelé, si cela s'avère, effectivement, il y a un problème. Si ça veut dire qu'il y a juste une semaine entre sa première visite et son retour au Gabon, qu'est-ce qui urgeait? Puisque normalement, puisqu'il y a un président français qui organise ce sommet-là, donc c'est planifié depuis fort longtemps, donc il savait dans son agenda qu'il y avait Gabon en début d'année, en début de mars. Donc, pourquoi aller à la fin février au Gabon, sachant qu'il va retourner la semaine qui suit? Donc certainement, peut-être il y a eu des non-dits que nous, on n'a pas su ce qui s'est réellement passé. Autrement, je ne vois pas un chef d'État venir en espace de 2 semaines dans le même pays. Enfin, je ne sais pas, moi... Bon, vous qui êtes resté dans ces eaux-là, vous êtes resté dans les arcanes donc les voyages présidentiels ou ministériels, vous connaissez. Est-ce que souvent les retombées qui viennent de ces multiples voyages justifient souvent ces déplacements? Oui, il y a des voyages effectivement qui se font réellement, qui ont du mérite d'aller, parce qu'il y a des retombées, même si le plus souvent ces retombées ne sont pas dites officiellement aux gens. Et c'est pourquoi d'ailleurs à un moment on avait voulu qu'à chaque retour du président ou du Premier ministre, qu'il fasse comme le faisait le président Kounti, si vous vous rappelez, à chacune de ses missions, son retour, à l'aéroport, dès l'aéroport, il explique là où il a été, ce pourquoi il a été et ce qu'il a eu. Au début, Issoufou le faisait. Oui, Issoufou le faisait aussi. Oui, Mamadou le faisait au début. Voilà. Mais les gens avaient critiqué parce que, comme vous savez, Issoufou n'aime pas la comparaison. On disait qu'il le prenait exactement comme ça, je ne sais pourquoi ça. Mais on avait voulu quand même qu'il y ait ce retour de ce devoir d'explication, de ce devoir de restitution au peuple, parce que c'est quand même, on a dit tous ici, c'est le bien public que vous utilisez. Absolument. Ouais. Moi, par exemple, il y a eu des voyages où on a rapporté des financements de routes, il y a des voyages où on a rapporté des financements des hôpitaux, il y a des voyages où on a rapporté des conventions entre les différentes universités, entre les différents ministères. Donc, il y a eu des voyages qui ne sont pas réellement des villages, comme on dit. Et parfois aussi, il y a eu des sommets où c'est des discussions sérieuses qui se font entre les différents pays. Mais les voyages privés, enfin pas privés, bilatéraux en général, entre les voisins ou entre un pays, en général, c'est pour, comme l'on dit, c'est un mot qui est usité, raffermissement des liens de coopération. Mais en général, c'est que la coopération déjà existe et elle mérite d'être renforcée parce que le plus souvent, c'est ce qu'ils appellent les commissions mixtes. Donc à travers ces commissions mixtes, mais comme on l'a dit ici, je n'ai pas vu, en tout cas, notre pays n'a pas de commission mixte avec pratiquement aucun pays de l'Afrique centrale. En général, dans ces pays, on a juste des consuls honoraires qui sont des Nigériens vieux là-bas, qui sont restés longtemps
et qui sont même parfois binationaux, qui deviennent. Donc, Absolument. la coopération n'est pas réellement au goût du jour, au point où un chef d'État... Il n'y a pas la coopération du tout. Ça dit, c'est juste bon, on est tous des pays africains et puis point. On peut aller voir chez le voisin et puis bon. Mais maintenant, à partir de cet instant, on peut établir les liens de coopération. Mais dire que bon, il est raffermir, ça suppose que ça est déjà là. N'est-ce pas? Oui, il y a quelque chose qui n'est pas déjà là. Pourquoi tourner autour du pot pour dire les choses clairement? Absolument. Donc, Aller dans notre cadre pour autre chose et pour tourner pendant 10 jours avec, comment dirais-je, avec une forte délégation, ça pose sérieusement problème. Il faut que les gens réfléchissent que cet argent-là peut servir à autre chose. En tout cas, moi je pense que vraiment le Niger est en train, la diplomatie nigérienne est en train de prendre sérieusement de recul par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Parce que hier, pas plus tard qu'hier, moi je suivais l'ouverture officielle du FESPACO, le festival panafricain de cinéma de Ouagadougou. Mais tous les pays étaient représentés sauf le Niger. Au niveau ministériel en tout cas. Tous les ministres de la culture de la zone étaient présents. Et en vedette, il y avait le Mali qui était là. Mais j'étais étonné que le Niger, qui vient de rafler la mise au niveau du CAO, beaucoup de trophées que le Niger a rapporté, qu'on se retrouve absent du FESPACO. Peut-être comme c'est encore beaucoup plus politique que le CAO, c'est peut-être ça qui a fait qu'on n'a pas été représenté. Mais en tout cas, j'étais surpris de ne pas voir notre ministre de la Culture à ce niveau-là. Il faut préciser que oui, Dr Mounti, notre diplomatie est en train de devenir une diplomatie frélatée. Voilà. Revenons sur le voyage du président. Oui. Vous avez vu qu'à N'Djamena, où les choses sérieuses se sont passées, là il y a eu un communiqué. Il y a eu un communiqué au niveau du G4 ou G4 plus 1, ou G4 moins 1 plus 1, et je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? L'état-major du G5 Sahel sera transféré à Niamey. 14 bataillons nouveaux vont venir s'ajouter aux forces déjà. Ça, il y a eu un communiqué. Mais au Gabon, je ne pense pas qu'il y ait eu un communiqué de ce genre-là. Je vous dis que les 2 dernières étapes, apparemment, c'est des étapes privées, où l'argent public a servi à aller régler des problèmes. Aller sur la tombe d'un ministre mort, en quoi c'est présidentiel? En quoi? Ce monsieur, moi, je ne l'ai jamais vu au Niger. Je n'ai jamais entendu parler de sa présence au Niger. Ou quand il était en activité, on n'a jamais dit qu'il est d'origine nigérienne. C'est le jour de sa mort qu'on dit brusquement il est de Mayaï, ses parents sont originaires de Mayaï, il y a des liens très étroits qui nous unissent. Il faut que, véritablement, il faut que le président Bazoum aille présenter ses condoléances jusqu'à les prier sur sa tombe. Non, je pense que les 2 dernières étapes-là, franchement, il aurait dû ne même pas mener du grand monde avec lui, aller mettre un blackout dessus, aller faire... Ne pas filmer, comme on dit. Oui, ça n'a rien à voir avec l'État. Rien. Les 2 dernières étapes, non. Mais maintenant, moi je suis d'accord, il y a eu un communiqué. Et puis on sait qu'il y a eu du travail qui a été fait. Oui, le G5 ou G4 plus 1, 14 bataillons, état-major, transfert. Parce que ce qui dit que celui qui va explorer les problèmes ailleurs, c'est que le danger est beaucoup plus proche de la capitale de Niamey, qui est la capitale la plus proche, que par exemple Ouaga. Parce que là, la dernière attaque, c'est 200 km. Et après ça, entre Torodi et ici, avant-hier, pendant qu'il était en villégiature, il y a eu des policiers qui ont été attaqués, s'il vous plaît, avec un prisonnier dans un véhicule de transport en commun. Pendant que des ministres roulent dans des véhicules de 80. Non, je crois qu'ils avaient déjà déposé le prisonnier. Mais ils se retournaient dans un véhicule. Oui, ils retournaient dans un véhicule de transport en commun. Ils se font attaquer. Sûrement parce que parmi les passagers, quelqu'un a dû dire aux terroristes, faites attention. Il y a au moment de l'embarquement. Oui. Ou bien souvent à la sortie. Les gens, moi, je pense quand même qu'au lieu d'aller explorer, il faut régler les problèmes. Ça veut dire qu'on a un problème, même dans la conduite de la guerre. La guerre, là, ce n'est pas un jeu, c'est sérieux. Même quand nos gens doivent se déplacer, il faut en tout cas s'entourer du maximum de garanties. On ne peut pas envoyer des policiers dans un véhicule de transport en commun, aller déposer un prisonnier et retourner à ma colonie, sachant que la zone là est une zone extrêmement dangereuse. Non, il faut au moins 2 véhicules. Un véhicule à l'intérieur duquel le prisonnier est, on le dépose, mais un véhicule qui va protéger aussi les autres. Parce que, en cas, c'est comme ça que les choses doivent se passer.
Mais allez quand même mettre des policiers dans... Haïs, je ne connaissais pas Haïs. Vous allez vous... Non, quand même. Moi, je pense qu'il faut respecter les forces de l'ordre. Je pense qu'à partir de là, il doit prendre quand même des dispositions pour que ça ne se répète plus. Absolument. Mais est-ce que cela suffit, comme j'ai demandé à Tradam, est-ce que cela suffit pour dire que Bazoum marche à contre-courant des attentes de son peuple? En tout cas, ce n'est pas ce que les Nigériens attendaient de lui. Moi, je crois que le seul fait positif, c'est la réunion de N'Djamena. Voilà. Même à Bruxelles, là, je n'ai pas entendu Bruxelles dire qu'il y aura une aide substantielle dans tel ou tel domaine. Regardez, Zelensky, là, lui, ne se déplace même pas. Zelensky, non, il fait machin, de chez lui, on lui envoie les armes. Il n'a pas besoin de se déplacer. Et on lui envoie de l'argent. On sait aussi que c'est le système... Et lui, c'est même pas... Enfin, c'est même pas diplomatique. Il menace même. Oui. C'est des injonctions. Si je tombe, vous êtes foutu. On dit, le lendemain, envoyez les Kaysar. Le surlendemain, il dit, envoyez-moi des canons de longue portée. Sinon, si je tombe, l'Amérique dit, envoyez les chars Abraham. Il ne se déplace pas. C'est par vidéoconférence qu'il fait la plupart de ces machins, de ces demandes. La seule fois... il dit simplement que, bon, moi, je ne suis pas très satisfait de l'apport de tel pays, parce que là, on dirait qu'ils sont... Et hop, le lendemain, le pays lâche du lest, quoi. Jusqu'à l'Arabie Saoudite qui a décidé de lui envoyer des sous. Voilà. C'est vraiment bizarre. Vous savez, c'est ce que je disais, si vous vous rappelez, quand les forces françaises, les Maliens avaient décidé de chasser les forces françaises et les autorités nigériennes ont décidé de les récupérer au vol, voilà. comme on dit. J'ai dit, c'est pas mauvais, au fond. Mais il faut que les Nigériens, le pouvoir public, le président de la République, exploitent à fond cette situation. Parce que vous avez pratiquement 3000 soldats, vous savez pas où les mettre. Moi, je vous dis, venez chez moi. Mais je dois pouvoir monnayer ça. Je dois pouvoir avoir des projets de développement forts. Je dois pouvoir avoir de l'argent liquide fort. Je dois pouvoir faire des investissements forts dans ce sens. Mais on a remarqué qu'il n'y a que 2 ministres qui sont passés pour nous faire des promesses de broutilles, je crois, 10 millions. 10 millions. C'est un marché de détail. Oui, Parly qui était là à l'époque, qui nous a apporté, je crois, une sorte de... Mais, en fait, imaginez que ça soit les Sénégalais à notre place qui avaient cette... Les Sénégalais, ils savent ce qu'ils veulent. Mais les gens, ils allaient sucer la France jusqu'au fond. Mais ici, on est modeste. Je pense qu'il nous arrive. On prend tout ce qu'on nous propose. Or, quand même, moi, je t'enlève. Je ne pense pas que ça soit de la modestie, malheureusement. Non, c'est l'incompétence. Les gens. C'est pour être. En fait, c'est pour être gentil avec les mots. C'est pour être modestie. Mais sinon, effectivement, c'est pas la modestie. C'est l'incompétence. Un État doit avoir grand. Absolument. Un État doit avoir grand. Un président doit avoir grand pour son pays. Tu demandes 1000 milliards d'euros ou de dollars, c'est pas ostentatoire, c'est un État. Tu peux l'absorber. Mais il ne faut pas avoir l'argent que tu peux pas absorber, ça aussi c'est vrai. Mais en tout cas, dans la gestion de cette affaire... Et Dieu seul sait accueillir 1500, 2000 ou 3000 soldats étrangers sur le territoire. Dieu seul sait les contre-coups que cela peut avoir sur le terrain. Nous, on en a eu, avant même qu'il s'installe définitivement, on en a eu dans les événements de terrain. Le gouvernement et le président de la République lui-même ont perdu beaucoup de plumes. Mais voilà. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a un texte. C'est ça que je dis, ils ont perdu beaucoup de plumes. Je veux dire, même en termes d'image, en termes de... On a bien vu, le président lui-même était obligé de sortir pour parler. Mais regardez aussi, c'est que ces soldats-là, les 1500, je crois actuellement sur la base, il doit y avoir 1400 autour de ce chiffre-là. Mais pratiquement toute leur alimentation vient d'ailleurs. Les eaux, comme ça. Tout ce qui est allié. Or, normalement, quand même, dans les négociations, on doit pouvoir faire développer nos petites usines à eau, nos petites usines à huile et consorts, nos abattoirs, ils doivent pouvoir bénéficier de tout ça. Mais paradoxalement, les Américains, eux, ont quelques contrats quand même. Oui, avec les locaux. C'est-à-dire, ils ne sont pas dans la même logique. C'est au cas où eux, ils sont demandeurs, ils veulent installer une base militaire, c'est totalement différent de quand ils disent qu'ils sont venus nous aider. Ils ne sont pas dans la logique où ils vont défalquer de l'argent pour le Nigeria. Ah oui.
Par contre, si c'est une base qu'il demande à installer, n'est-ce pas, qui n'a rien à voir avec peut-être le contexte actuel, par exemple Djibouti et autres là il négocie. Et même le nombre de kilomètres que vous devrez parcourir par an se négocie. Oui, mais nous, dans notre cas, ils considèrent que c'est nous qui sommes demandeurs. C'est nous qui mendions. Officiellement, c'est même ça. Voilà. Donc, puisque nous n'avons pas d'exigence vis-à-vis d'eux. Tout au contraire. Macron a eu de cesse de le répéter, que s'il est là au Sahel, dans ces pays-là, c'est parce que c'est les pays qui ont demandé à ce qu'il soit. Absolument. Clarifier que si vous ne voulez plus de nous, nous on s'en va. Vous nous avez appelés. Si maintenant vous considérez que tous sont partis pour dire voilà, vraiment, il faut rester. Nous sommes. Et les militaires. Non, les militaires français maintenant se sont répandus sur les médias pour dire que si eux quittent nos pays là, ce serait l'effondrement des régimes. Mais non, le problème c'est que. Oui, des régimes. Le problème c'est que quand nous-mêmes. Des pays même, carrément. Nous reprenons ça. États vont disparaître. Non, mais malheureusement, on a fait ce discours-là. On a entendu combien de nos ministres, c'est même le président qui dit ça va s'effondrer s'ils s'en vont. Mais alors, ils sont là. Mais qu'est-ce qui a changé? Mais non, mais je veux dire. Non, mais c'est parce que. Écoutez, on a parlé de ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité. Si la ceinture de sécurité disparaît, c'est fini. C'est une façon de faire croire aux Nigériens que c'est indispensable. Alors que moi, je pense, à mon sens, c'est pas indispensable du tout. De la même manière, aujourd'hui, le Burkina, quoi qu'on dise, on voit tout le montage qui est en train d'être fait autour du Burkina, autour du Mali. Mais aujourd'hui, ils se portent beaucoup mieux, ces pays-là, avec leurs propres forces armées, avec les moyens dont ils sont dotés. Alors, on veut montrer que le fait que ces pays-là, la France ait quitté ces pays, ça ne va pas, mais c'est des montages et tout, et ça ne peut pas prospérer. Mais malheureusement, chez nous, on dit ils sont là, on ne sent pas une grande différence. Il n'y a même pas de différence parce qu'il y a toute cette bande-là. Et souvent, j'ai l'habitude de dire ça aux gens. C'est bien beau de rester discuter. Allez-y dans ces zones de Torodi et autres, vous allez constater par vous-même comment les villages entiers ont dû fuir. Vous allez quitter, on va vous retourner le lendemain. Au bout d'une semaine, ils vont revenir encore pour vous dire de partir. Absolument. Voilà la situation telle qu'elle se présente. Alors, nous, ils exploitent parce que chez nous, nous sommes des mandats et nous revendiquons que c'est nous qui avions besoin d'eux. Vous voyez un peu le schéma dans lequel on est. C'est ça signifie que bon, aujourd'hui, c'est le seul pays aujourd'hui où ils se sentent à l'aise. Ils ont signé des documents avec nos autorités où, même en cas de crime abominable, les soldats français ne seront pas jugés sur leur sol. En cas d'accident, ils ne sont pas concernés. Mais ça s'est déjà passé. Voilà, donc en cas de machin, oui, il y a un document qu'ils ont signé. C'est ça la mentalité du colonisé. Parce que c'est la mentalité un peu conservée au XXIe siècle, encore cette mentalité, qu'ils nous font indispensable, que c'est indispensable leur présence. Voilà la mentalité qui prédomine aujourd'hui ici. Où des gens peuvent considérer qu'après 60 combien d'années, 65 ans pratiquement d'indépendance, il faut encore continuer à considérer que tant que l'ex-colonisateur n'est pas là, c'est le monde qui s'effondre, comme dit Kinoa. Alors, on continue. Vous rendez compte d'une chose, c'est que les Français, ils ont été chassés du Burkina. L'armée burkinabé, à l'heure actuelle, est en offensive. Ils ont été chassés du Mali, les Maliens sont à l'offensive. Ils sont chez nous, nous sommes l'arme au pied. Les seuls déplacements importants qui ont lieu, les terroristes sont venus décimer nos colonnes. Et je ne peux pas comprendre. Quand moi je me pose des questions, et Bazoum lui-même doit se poser ces questions-là. Quelle est finalement l'utilité de la présence de ces gens-là ici? Si véritablement, ce n'est pas pour aller directement au feu, ils donnent l'armement à nos forces et puis se retirent. Mais on ne peut pas continuer à les garder ici, sachant qu'ils ne nous servent à rien. Peut-être qu'il paraît que même au sein de des unités françaises, là, les soldats commencent à dire qu'il faut qu'on les rapatrie. Parce qu'ils ne voient pas l'utilité de leur présence. Ils ne vont pas au combat. Ils ne sont pas attaqués. Quand ils sortent, ils sont tellement protégés que personne n'ose s'approcher. Non, bon, il semblerait qu'officiellement, ils ne peuvent pas sortir si le Niger lui-même ne demande pas une intervention express concernant une opération déterminée. Mais une opération comme la Bagne Bangou, est-ce que on a... Donc pour chaque sortie, pour chaque opération, oui, il faut demander que de l'aide vienne d'eux. À ce moment-là, ils peuvent bouger. Sinon, ils ne le feront pas puisqu'il y a l'armée nationale. Bon, continuez. Officiellement, c'est ça, non? On continue dans l'officiel. donc voilà. Et on continue et là avec les messages de ceux qui nous suivent, téléspectateurs et auditeurs.
Ce message, le premier est de M. Ibrahim. Il dit bonjour à tous, etc. Gouverner, c'est un art. Ces voyages intempestifs me rappellent ceux de Issoufou. Pour qu'on finisse, le siège de la ZRECAF se retrouve au Ghana. Le Niger a des références en termes de gouvernance. Tanja est l'un des plus récents qui, sans voyage, a relevé de grands défis du développement. Il n'y a pas à dire. Ce que Tanja a pu faire en restant chez lui-même. Parce que Tanja ne va pas aller négocier dehors. Lui, il dit, tu as besoin de moi, c'est toi qui dois te déplacer pour venir chez moi, on va discuter. Je ne vais pas aller discuter de mes ressources chez toi. Il a fait ça avec, je crois, la France. Avec la France, avec Arriva, n'est-ce pas? Il a fait venir, je me rappelle, Sarkozy à l'époque dans ce pays, par rapport à l'uranium, la renégociation. Et ils sont tombés en l'aversion et tout, ils sont venus, ils ont négocié. Quand il y a voilà. Alors, mais ça a marché ou ça n'a pas marché? Ça a bien marché parce que le prix a été revalorisé et tout, les conditions d'exploitation et tout. Quand il a dit il y a le pétrole, il a fait venir les Chinois. C'est pas le pétrole que ceux-là, ils sont en train aujourd'hui d'exploiter, n'est-ce pas? Alors qu'à l'époque, il y en a qui ont dit c'est de l'eau, que c'est pas du pétrole. Ça veut dire que, quelque part, bon, il se complaît dans cette situation de continuer à penser que l'Occident... Et c'est ça qui explique aussi un peu ces voyages-là. Quand on fait ces voyages, on oublie, parce que souvent les gens avec qui on part pour les négociations, c'est des gens peut-être qui ne maîtrisent même pas grand-chose dans ces choses-là, n'est-ce pas? Ils vont aller, ils vont compromettre les intérêts du pays, ils vont revenir s'asseoir tranquillement. On a vu comment les choses ont été remises en cause après le départ de Tanja, quand Tanja est tombé. On a vu comment ce qui avait été négocié en amont par rapport à l'uranium, ça a été démantelé. Et le projet entier a été mis en berne. Le projet a été mis en berne, n'est-ce pas? Absolument. Et cela fait l'affaire ça fait l'affaire des Occidentaux, bien évidemment. Et ça permet aussi de voyager, aller vers chez eux, parce que au moins si vous êtes consentant, vous êtes d'accord qu'on puisse venir faire ce qu'on a envie de faire chez vous. Vous n'allez jamais hocher la tête. On a pris 10 millions d'euros ou 30 millions d'euros, un peu pour dire que c'est un dédommagement pour le désagrément que cela a créé au Niger, le fait de mettre Imouraren en berne. Voilà. Alors que le projet faisait du Niger deuxième producteur mondial. Les Français ont décidé en faisant comprendre, en faisant valoir que le prix a chuté, que ça ne vaut rien sur le marché. Et aujourd'hui, il se trouve qu'on a qualifié carrément, on a classé l'uranium parmi les énergies vertes. N'est-ce pas? À l'époque, on dit non, ce n'est pas une énergie propre et tout. Aujourd'hui, c'est revenu, on dit, tu as vu les regains d'intérêt. Et aujourd'hui, le problème risque de se poser avec une Imouraren. Mais bon, je me dis, ils ne sont pas soucieux. Ils sont pas soucieux. Le Niger est en plein cycle de négociation sur ce projet-là, l'uranium. Donc, avec. Que ces ressources-là doivent apporter beaucoup de retombées pour le pays, pour développer, que de les donner, créer les conditions pour que les partenaires, parce que le partenaire n'a pas d'état d'âme. Quand ça va finir là, il va s'en aller. N'est-ce pas? On a vu avec 2 millions de tonnes de déchets. Et pas que. Même les simples débris de surface. Pour eux, c'est d'avoir une image. Parce que quand j'ai vu la cité d'habitation, là, ils sont en train de la détruire. Il faut la rétrocéder au pays. Ça fait partie des règles, conventions. Après le départ, il faut tout remettre à plat. Alors que ça veut dire dans la négociation, pour le départ, ils ont inclus les habitations là, le compte des travailleurs qui laissent sur place. Oui, mais malheureusement, vous avez vu comment ça ils sont venus détruire. Non, ils sont détruits. Alors que c'était dans le cadre des négociations par rapport à la fermeture de la mine, n'est-ce pas? Et c'était clean parce qu'il y a des employés qui ont bénéficié, qui ont exprimé le besoin, qui ont même réglé les problèmes avec la Nigélec, avec pour conserver les habitations. Pour conserver les habitations, maintenant, tout a été fait. À la dernière minute, on remet en cause, on dit. Ils sont aujourd'hui encore en procès parce que ça c'est un abus. C'est un abus très flagrant. Ils ont avec leur avocat, ils disent qu'ils ne peuvent pas être d'accord avec ça. Absolument. Alors, monsieur Abdoulawan, un de nos téléspectateurs, écoutez cette proposition qu'il fait et son analyse. Il dit il va falloir inscrire, selon lui, donc il va falloir inscrire le contrôle des voyages présidentiels dans la Constitution. Sinon, les élus trouveront que c'est l'occasion pour satisfaire leurs rêves d'enfance, de découverte du monde et les caprices de leurs conjointes
de faire du shopping dans les grands magasins à l'extérieur. Il faudra vraiment voter le budget du voyage présidentiel à part. Par exemple, 3 ou 4 voyages officiels avec au maximum 2 voyages imprévus par an. Sinon, ce sont les budgets des écoles et des centres de santé qui seront brûlés en kérosène. De Issoufou à Bazoum, le budget de leur voyage aurait certainement éradiqué les classes en paillotte au Niger. Aujourd'hui, les 3/4 des voyages pourraient se tenir en vidéoconférence. Le Covid-19 nous a démontré cela. Effectivement, il n'a pas tort. Hein. On a le Il a clairement raison. Je vois qu'il a raison. Il a dit, comment on appelle ça, les kérosones qu'on a brûlés dans les voyages de Issoufou et Bazoum jumelés auraient pu faire disparaître les classes en paillotte au Niger. Au moins dans la capitale. Au Niger, il dit carrément. Là, ça fait 48 000, un peu moins de 50 000 non classes en paillotte. Officiellement, je parle. À l'époque, nous sommes autour de 36 000 classes en paillotte. 36 000 classes en paillotte. À l'échelle nationale. Oui, donc voilà. Ça peut, moi je dis, bon, c'est vraiment une proposition, si cette proposition venait à être agréée, mais ça, non, je dis pas, je demande pas. Non, ça peut pas être si, ça peut être fait. Non, arrêtez, vous savez. Mais pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas? Vous savez, même si... Parce que c'est de l'argent qui est prévu pour ça. Est-ce qu'on ne peut pas constitutionnaliser l'argent annuellement qui pourrait être utilisé pour ces voyages? Mais dans le souci même fondamental de que vous avez constitutionnalisé, vous violez ça. Oui, je sais. Bon, ça se résume à un seul mot. Premier article, on dit les biens publics sont sacrés. Ça suffit. On n'a pas besoin de déterminer le voyage. On dit c'est sacré. Oui. Donc ça dépend maintenant de celui qui dirige. Mais qui contrôlera ça? C'est ça le problème. Mais il n'a pas besoin. Vous savez, l'histoire du Niger. L'histoire du Niger. Un voyage, justement, mais c'est ça. C'est tout ça. Ça justifie, justement. Non. Abdraman, regarde. L'histoire du Niger, de l'indépendance. L'opportunité de voyager ou de ne pas voyager. J'arrive. L'histoire du Niger, de l'indépendance à nos jours. En dehors des pères de l'indépendance, c'est-à-dire le groupe Djori, le RDH jusqu'en 1914, si vous avez remarqué, ce dont on parle aujourd'hui, le reste des dirigeants, c'est-à-dire Kontché, Ali, Chebou, Ousmane Baré, Wanké, Tanja, Salou Joubo, et Mamadou Issoufou, et aujourd'hui Bazoum. Parmi tous ces gens dont on parle aujourd'hui en bien, si vous avez remarqué, c'est des militaires. Il n'y a aucun civil dont on fait l'éloge en dehors des pères de l'indépendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part que l'effort du patriotisme, aimer son pays, la plupart de ceux de l'ère démocratique, en tout cas les civils, ne l'ont pas incarné. Mais ceux qui étaient dans les casernes, les militaires même devenus civils, ont continué à l'incarner. Et on a donné l'exemple aujourd'hui, le prix criard qu'on donne, c'est Tanja, pour la génération actuelle. Il y a eu Kontché, il y a eu Baré également, il y a Ali Cheikh, même ici, il a connu, il était pris par une cohorte de civils qui l'ont mis dans des situations un peu compliquées. Mais ce n'est pas que le texte. Il faut savoir aimer son pays et son peuple pour savoir. Rappelez, je ne sais pas si vous avez suivi un débat sur un jour sur la télévision Dounia, je crois, sans le faire la publicité. Il y avait l'ancien ministre des Finances de l'époque Kounché qui disait pour acheter quand on avait acheté le Mont Grébon, où ça faisait débat, on s'est spéculé. Il a expliqué comment le Mont, par exemple, a été acheté. Et le Mont, par exemple, il y a une commission qui devait être... 82, là. Oui, 82. Wright est venu expliquer les spécificités techniques de l'avion. Il a expliqué, tout le monde en conseil de ministres, ils ont validé. Et maintenant, le coût, on a dit c'est tel montant. Et à côté, il y a ça qui est devenu comme commission. Coach a dit non. Pourquoi une commission? On a expliqué que non sur le système. Il dit prenez cette commission parce que quand on avait parlé du hangar, qu'on avait commencé à 7 milliards, c'est cette commission de 53 millions, je crois, c'est celle qui a servi à construire le hangar du Mont, par exemple. Donc ça veut dire que eux, ils avaient une autre conception de l'État. Diriger pour un militaire, même s'il devient civil, c'est un honneur pour son pays. À l'époque. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de spécificités qu'il faut que... Et même aujourd'hui, les jeunes officiers qui gouvernent dans la sous-région. Moi, je suis la dernière fois, après le sommet de l'OIA, là, quand on a interviewé le président Bourkinabé Traoré pour lui dire qu'il est condamné à rester, il dit, mais lui, il n'est pas venu pour voyager. Il n'est pas venu faire du tourisme. Voilà, il n'est pas venu régler. Il veut régler ses problèmes de sécurité. C'est le problème de sécurité. C'est au Burkina que ça se passe. Donc,
il y a une autre conception. Absolument. Je suis d'accord avec le gars, notre téléspectateur qui disait que, ou bien s'il est un auditeur, qui dit que les gens ont besoin de satisfaire leur envie de jeunesse et voyager, prendre des Permettre à leur conjointe de faire le shopping dans les grands magasins. Bon, parce Même si que Tati n'explique. C'est ça qu'on Mais voit. Tati, c'est ça pour la qu'on plèbe. voit, les gens, Non. c'est- Tati, ça, c'est pour la plèbe. Normalement, c'est des gens qui vont à Givenchy, LGM, ainsi de suite. Tati, c'est pour vous autres. Et on a bien vu, on a bien vu durant ces 10 dernières années, et au cours de beaucoup de voyages, les premières dames étaient en vedette quand même aussi, avec leur mari. Ils étaient en vedette, ils étaient près de tous les voyages, heureusement. C'est vrai. Alors, monsieur Ibn Isaac, il nous écrit, il dit, la visibilité à l'international est un principe radical pour les renaissants. Bazoum, en s'inscrivant dans la continuité de Youssoufou, doit chercher ses trophées de champion, lui aussi, à l'extérieur, même si le Niger doit rester toujours dernier en IDH. Voilà, je crois dès le départ, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, c'est un peu, ils sont mis par cette quête de visibilité sur le plan international. Pour qu'on dise, ah, voilà un président modèle. Aux yeux des Occidentaux, hein, quelque part. C'est-à-dire que plaire pour montrer que nous, voilà ce que nous faisons, alors que contrairement à ce qu'ils disent, là-bas, le discours qui sert, ce n'est pas la réalité du terrain, n'est-ce pas? Pendant pratiquement 10 ans, Youssoufou, champion en ceci, champion en cela. On a assisté à ça. Les questions migratoires, il était sur ce chantier. Les questions de climat, il était sur ce chantier. Pratiquement tout. La dernière trouvaille avant son départ, c'était cette histoire des ELECAF où il faut créer les industries, il faut les échanges, promouvoir, créer les conditions pour que... En quoi ça a bougé? Non, mais justement, mais nous, d'abord, nous avons quoi à faire prévaloir sur le marché, même en Afrique. On représente quoi? Même quand on dit l'Afrique en entier représente ça. Nous représentons dans ça, là, nous représentons quoi? Qu'est-ce que ça nous rapporte concrètement? Même l'uranium sur lequel pendant longtemps on a misé, ça rapporte quoi concrètement? C'est juste pour dire, c'est moi, en tant que président, à mon époque, on a fait telle chose. C'est pas ça le plus important, à mon sens. Le plus important, c'est d'essayer de développer chez soi. Créer les conditions pour que les populations pour lesquelles on est allé, comment dirais-je, on a fait les élections pour que ces populations sentent effectivement qu'il y a un changement véritable dans leur quotidien. Mais ça se dégrade alors que de l'autre côté, on montre que le champion, c'est un modèle de démocrate. Mais quel modèle de démocrate? La démocratie n'est pas une fin en soi. Et c'est ça que j'ai dit aux gens. Ça permet de créer les conditions de transparence dans la gestion des ressources, des biens et tout et tout. Mais quand cette transparence-là, on crée les conditions pour qu'il n'y ait pas cette transparence, on ne dit pas aux gens qu'est-ce qui se passe exactement. Parce que tout simplement, on pense que ceux-là qui sont en train de diriger, on n'a pas besoin de les contrôler. On a vu ça avec le pétrole. Jusqu'aussi aujourd'hui, le pétrole, on voit ça avec l'uranium. Aujourd'hui, c'est toujours l'opacité. Alors, c'est ça gouverner. Concernant le pétrole, c'est encore plus grave, parce que c'est les représentants du peuple eux-mêmes. Voilà. L'Assemblée qui a refusé de mettre en place une commission d'enquête pour savoir quelle a été l'utilisation du fonds du pétrole. Déby a investi l'argent du pétrole. Il a fait des choses bien absolument. Oui, lui, il a investi. C'est le discours, on se contente du discours. Je dis pas que, oui, même les ministères, là, les directions, tout ça, je crois qu'ils consacraient jusqu'à 500 milliards par an uniquement pour les infrastructures. Avec l'uranium que Kouncha a modernisé les ministères. La plupart des ministères et autres, les routes et autres, c'était avec l'argent de l'uranium. Les gens ont tendance à vouloir ignorer que cet argent-là, il ne l'a pas. Tout à l'heure, l'exemple que Tradam vient de donner, c'est un exemple patent. C'est-à-dire ces histoires de commission-là, pour lui, ça ne doit même pas exister. Quelqu'un qui est payé, qui travaille pour la nation et qui a... Je crois que l'intermédiaire a même fini en prison. Monsieur Adamou Husseini, un autre de nos téléspectateurs, qui dit: les voyages de Bazoum, c'est juste pour montrer aux voisins du Niger ce que les fameux amis du Niger appellent les pouvoirs illégitimes, qu'on veut juste montrer qu'il n'est pas isolé et que tout marche au pays. C'est pourquoi on parle toujours de G5 Sahel alors qu'il n'y a que le G3. Le pays n'a rien, les finances sont illimitées, il continue à mettre l'argent là où il ne faut pas. Le président Bazoum avait envie de limiter ses voyages. Mais encore une fois, le parti dicte la politique au palais. Les voyages, c'est plus de frais de mission pour tout le monde, les fameux gardes présidentiels, les ministres, les conseillers de Fada et Jardin, la basse-cour de la première dame. Vraiment, ces voyages permettent à beaucoup de renflouer leur compte bancaire
comme ils le savent très bien, le salaire ne nourrit pas son homme au Niger. Apparemment, c'est aujourd'hui qu'ils savent que les salaires sont faibles au pays. Les ministres conseillers ont 2 350 000. Donc ils ne sont pas pauvres. Oui, mais, est-ce qu'ils ont besoin oui, mais de... apparemment, ça ne suffit pas. Oui, Parce qu'il faut voir aussi que les frais d'émission des voyages présidentiels, les gens courent derrière ça. Hein. Oui, c'est comme... Il y a toujours la bagarre quand il faut inscrire les gens sur la liste. Oui. En Afrique, c'est quoi? Ça dépend de la catégorie Ça des dépend gens. de la catégorie Et et ça dépend du lieu. de la partie du monde où ce voyage a lieu. Et donc, effectivement, ça permet d'entretenir aussi une certaine fada. Et il y a les Oui. flops, comme dirait l'autre aussi. Il y a les flops. Oui, il y a les flops. Non, moi, je à la pense que fin, non. quand C'est-à-dire, regardez, ça se passe bien. regardez, l'un des sujets sérieux qu'il aborde, il n'a pas eu besoin d'aller en France pour l'évoquer. C'est celui de l'uranium. Il dit, on ne peut pas continuer avec les mêmes dispositions qu'avant. Peut-être qu'il a fait escale à Paris pour le dire à... Comment il s'appelle? À Macron. À Macron. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les faits, il est en train de manière opiniâtre à ramener les Français sur l'ancien document qui a été signé au temps de Tanja. Voilà. Non, s'il le fait, moi je trouve ça tout à fait bien pour le pays. C'est très bien. Très bien. On va Personne ne applaudir peut le... Oui, au contraire. Oui, et il doit savoir que sur ce plan-là, il a le soutien de tous. Que ce soit les autres. Parce que c'est l'intérêt. En tout cas, il semble que selon certaines indiscrétions, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, moi je pense Parce qu'on est en plein cours de négociation sur ce sujet-là. Mais en plus, Bazoum voudrait que l'accord du temps de Tanja soit remis sur la table. En fait. Bon, maintenant, en ce qui concerne le démantèlement... Or, les partenaires pensaient l'avoir enterré. Non, c'est pas enterré. Depuis 2011. Et puis, dans tous les cas, en termes de négociation, on peut négocier de manière périodique. Si on se... C'est même périodique. Oui, quand il est arrivé au pouvoir, il disait que l'uranium ne valait rien lui-même. Mais aujourd'hui, il se rend compte que l'uranium, c'est... Ça va valoir des choses. Oui, ça vaut quelque chose. C'est pas qu'ils ne connaissaient pas. Non, ils dépréciaient. Non, c'était eux qui jouaient le jeu des Occidentaux de la France. Parce que je me rappelle, parce que c'est quelque chose, moi j'ai suivi à travers les organisations qui sont actives sur ces questions-là. C'était des négociations où on a revalorisé le coût de l'uranium. Tanja avait exigé que Imouraren soit mise en exploitation en 2012. Et il était décidé que ce soit comme ça, que ça se passe. Quand ils sont arrivés, après ils ont tout défait pour considérer que, parce que la France a dit ceci, cela, et même ils gagnaient. Il y en a même qui se sont érigés en avocats de Arriva. Ici, on a entendu dans des discours que l'uranium ne reste pas 4, ça ne fait même pas 4% des recettes, 5% des recettes du budget national. Ça ne vaut plus rien. Mais alors, comment on peut déprécier sa ressource? Alors que... Aller aux négociations. Et aller en négociation. Mais alors, le pétrole aussi, c'est la même chose. Quand ils sont arrivés, nous, ça a été, la raffinerie a été mal négociée. Ça fait combien d'années qu'on est en train de faire? Jusqu'à présent, on dit que ce n'est pas fini de payer. Alors, ça pose un sérieux problème. Quand au moins, il a eu quand même le courage d'imposer à des partenaires... Les gens ont dit que le partage des coûts là, n'était pas la bonne option. Alors, que ces gens sortent encore pour... Oui, c'est vraiment... Absolument. Absolument. Regarde, le Canadien, on a parlé une fois ici, mais un particulier qui arrive à nous gruger, parce que moi je considère qu'il nous a grugé, il a 80% de la société, nous avons 20%. Dans le partage, il va prendre 80%, il va nous donner 20%. Et dans ces 20%, on va lui faire tout. On va assurer sa sécurité, on va construire des goudrons et des routes. On va mettre... Moi je pense que passer ce délai, le cap des négociations, il faut déjà que Bazoum donne des instructions pour qu'on ne détruise pas la cité de la Cominac. Ça au moins. Ils ont commencé. Non, mais on va arrêter parce que c'est sur le sol national. Vous partez, vous laissez les bâtiments. Même si c'est l'armée qui va s'installer là-bas. Mais c'est pas ça c'est fini. Non, ils sont en train de casser. Ils n'ont pas tout cassé, ils sont en train de casser. Pour le moment, je crois que la justice les a bloqués. Il n'y a pas à aller en justice, vous laissez les bâtiments. Oui, mais le problème... Si à la rigueur, vous pouvez les embarquer sur vos dos là pour rentrer, mais vous ne les cassez pas. Ça faisait partie des clauses de négociation avec le personnel, avec les travailleurs. Avec les travailleurs, ça faisait partie des clauses. On va vous laisser les bâtiments et l'État
avait, comment déjà, la possession. Comment on va négocier un truc comme ça? Non, vous casser les bâtiments. non, non, les pas de bâtiments. sens. c'est des caterpillars. Non, on a vu les images. Oui. Puisqu'avant, c'est des gens qui, c'est des maisons habitables. Mais encore. qui déjà, les travailleurs habités dans ces maisons, ils ont habité dans ces maisons. Il y en a qui vivent encore dans ces maisons. Bien sûr, c'est des familles entières, c'est des À partir familles du entières qui moment vivent où là-bas. il y a des maisons qui sont là, qui ont été Absolument. construites. Il y a eu une entente entre les travailleurs et la société en question. À partir du moment où les clauses ont été définies, le terrain appartenant à l'État, la société avait considéré qu'on va leur laisser les bâtiments en contrepartie de ce à quoi eux ils renoncent. Ils renonçaient. Voilà comment ça s'est passé. Oui, et à la dernière minute, parce qu'il fallait que l'État cède le titre foncier. Sauf qu'il semble que c'est l'État, c'est le terrain c'est de l'État, qui le terrain là devrait lui être rétrocédé. Oui. Comme il était au moment où ils l'ont récupéré. Donc, si jamais les gens devraient continuer à habiter sur ces machins, ça sortait de... L'État devait remettre le titre On peut avoir négocié ça il y a 40 ans. Mais se rendre compte aujourd'hui qu'on a besoin quand même... Ouais. Non, moi, c'est le terrain qui doit niveler là. C'est le truc. C'est le trou. C'est le trou. C'est pas, Moi, je pense pas que l'État est l'État ne va pas demander qu'on mais alors, comment on peut accepter comment c'est l'endroit là, les résidus, les stériles, c'est ça qu'on doit enfouir, non? Oui. Mais pas les maisons. Non, les maisons... Mais après, il y a eu des blocages. On continue. Peut-être qu'on aura... Et le président de la commission, de commission de liquidation, c'est le ministre des Affaires étrangères. Malheureusement, je ne sais pas s'ils l'ont changé. Voilà. On aura le temps. On aura le temps certainement de revenir sur des questions comme ça. Mais pour le moment, ce n'est pas le sujet du jour. On finit juste avec ce message pour attaquer le deuxième sous-thème en quelques minutes. Bonjour, il s'agit de M. Mohamed Moussa. Il parle de l'étape du Congo, comme on est ici sur les deux dernières étapes. Il dit, moi je pense que l'étape du Congo, c'est parce que Sassou Nguesso est désigné comme médiateur de la crise libyenne. Bazoum aussi voudrait s'impliquer dans cette crise ou dans cette médiation. Ils ont fait allusion à la libération de Mansour là, Mansour, pour qui j'ai beaucoup de respect. Que le Niger a accueilli. Oui, mais ils n'avaient pas besoin d'aller là-bas, puisque ils sont de la même tribu. Oui. Et ils parlent là. Sassou ne parle pas arabe. Oui. Moi, je connais très bien l'entourage de Kadhafi, puisque j'ai fait entre 8 et 10 séjours là-bas. Franchement, moi, je trouve que le fait de libérer Mansour, c'est une très bonne chose, en dehors de toute considération politique. C'est des gens, ils ont servi vraiment le Niger. Hein. Ça, c'est des gens, quand ils vous disent qu'ils ont rendu service au Niger, oui. Moi, qu'on lui donne un passeport diplomatique, ça ne me dit absolument rien du tout. Parce que j'étais avec eux, je sais ce qu'ils ont fait pour ce pays-là. Ça, au moins. Ce qu'ils projetaient même de faire, des cités gouvernementales, des machines, des barrages, tout ça là. Mali, là. Oui, mais malheureusement, des gens sont venus, ils ont bloqué. Issou doit beaucoup à Kadhafi. Beaucoup. Même les véhicules dans lesquels les ponts du PND, c'était eux. Le Niger. Non, en tout cas, moi, je suis très Niger. heureux que ce monsieur-là... Je suis très heureux que Saïf al-Islam sorte des griffes de... Je serais très heureux que Saïd lui-même sorte. C'est des gens que j'ai côtoyés. Moi, je ne le cache pas. J'étais presque chaque 3 mois en Libye. Oui. Souvent, j'allais 4 fois par an. Mais sincèrement, moi, c'est des gens... Ils ont fait beaucoup pour le pays. Moi, je trouve que... Il ne faut pas aussi la parenthèse, la parenthèse, c'est eux qui ont livré un camp, ces mêmes gens-là. Oui, je suis d'accord. Moi, j'ai décrié ça. Je ne vois pas pourquoi vous allez remettre aux autorités libyennes de l'époque, qui n'étaient même pas des autorités internationalement reconnues. Des gens qui ont rendu service. Et vous avez... donc, c'est un peu pour se racheter, quoi. Bon, peut-être. En tout cas, moi, je suis très heureux que Mansour soit libre. J'espère qu'on va même lui donner la nationalité nigérienne, contrairement à ce que les autres... Moi, si on lui donne un passeport diplomatique, en tout cas, moi, je ne trouverai pas d'inconvénient. Ça ne vous dérangerait pas autrement? Non, ça me ferait même plaisir. Deuxième sous-thème de presse, plus front social, tempête en vue, résumé, Boubacar Amadou. Front social, tempête en vue. Pas de doute, les nuages s'amoncellent dans le ciel nigérien concernant le front social. En effet, des organisations secrètes, comme c'est le cas du M62, ou se restructurent, comme c'est le cas du cadre d'action citoyenne et des centrales syndicales des travailleurs, ou 14 centrales, dont la plus importante du pays, l'ITN, se sont coalisées pour donner naissance à l'unité des actions syndicales UAS Niger. S'il faut ajouter à cela le mécontentement social généralisé alimenté surtout par l'injustice sociale et la cherté de la vie, une grosse tempête sans nul doute est en vue. Le pouvoir en est-il conscient? À suivre tout de suite le débat.
Front Social, tempête en vue, l'actualité titre 14 centrales syndicales annoncent la création d'une nouvelle union. 14 centrales syndicales annoncent la naissance la création d'une nouvelle union. Nous apprend l'actualité à sa une. Et puis l'enquêteur, le quotidien L'Enquêteur, dans sa parution du 20 février, a titré Front Social, 14 centrales syndicales se coalisent pour faire entendre raison au gouvernement. 14 centrales syndicales se coalisent pour faire entendre raison au gouvernement. Et puis le Courrier, le journal Le Courrier, hebdomadaire cette fois, le journal titre « Le temps des divorces, le Front Social se rallume au Niger ». Le temps des divorces, le Front Social se rallume au Niger. Quant au journal Le Hérisson, hebdomadaire Le Hérisson a titré, prend le contre-pied de ses autres confrères en titrant « Après l'échec de la société civile insurrectionnelle, les syndicalistes politiciens prennent le relais. » Le Hérisson, après l'échec de la société civile insurrectionnelle, les syndicalistes politiciens prennent le relais, en parlant donc de la création de cette nouvelle coalition de centrales syndicales qui s'appelle l'Unité d'action syndicale, UAS Niger. Et puis Le Monde d'aujourd'hui qui titre « Après 10 ans d'accalmie, le délai de grâce est fini ». Après 10 ans, non mais 10 ans, un peu, il a mis un peu une partie du mandat de Soufou aussi. Après 10 ans d'accalmie, le délai de grâce est fini, titre Le Monde d'aujourd'hui. Alors, pour faire le tour et être complet, je vous propose de suivre l'élément vidéo de cette déclaration de création de cette nouvelle coalition syndicale qui réunit 14 centrales syndicales et qui s'appelle l'Unité d'action syndicale UAS Niger, avec notre camarade de la rédaction, Mohamed Alpha. C'est par ces slogans que les centrales syndicales regroupant l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, ont décidé de renforcer davantage l'unité et l'efficacité des actions pour l'amélioration des conditions de vie de leurs militants, en particulier, en général, les populations nigériennes. Raison pour laquelle un cadre unitaire a été créé ce samedi 18 février 2023, dénommé Unité d'action syndicale du Niger, UAS Niger, qui, dès sa naissance, a exigé du gouvernement l'harmonisation du régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État et la valorisation du SMIC, la suppression de la contractualisation dans les secteurs de l'éducation, de la santé et les autres administrations à travers un plan de recrutement progressif et sans concours conformément à la loi portant statut général de la fonction publique. Le règlement définitif des arriérés, des rappels, salaires et des incidences financières liées au reclassement et avancement des agents de l'État. La réduction des prix à la pompe de l'essence et du gasoil, l'abattement du taux de l'ITS, la réduction des prix sur tous les produits de première nécessité, à savoir le lait, le sucre, la farine, le riz, l'huile, l'Internet, l'eau, l'électricité, le transport, etc. L'UAS Niger a demandé aux autorités nigériennes à créer toutes les mesures adéquates pour mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité des moyens conséquents dans la lutte contre le terrorisme et a exigé le départ purement et simplement des forces étrangères sur le sol nigérien. Fustigeons et condamnons l'immixtion et le parti pris du gouvernement dans la compétition syndicale et exigeons l'observation de la stricte neutralité. L'unité d'action syndicale du Niger, UAS Niger, condamne avec la dernière énergie les exactions commises sur les populations civiles et militaires par des groupes armés non étatiques qui continuent d'endeuiller notre pays, et ce, malgré la présence de plusieurs bases militaires étrangères installées sur notre territoire.
L'UAS Niger a félicité et encouragé le gouvernement dans son opération main propre, tout en lui demandant un traitement équitable, impartial et assorti des résultats probants. La porte reste ouverte à toute organisation syndicale des travailleurs qui affiche les mêmes idéaux de l'UAS Niger. L'ensemble des militants sont invités à être vigilants et unis pour un avenir radieux des Nigériens. Il y a effectivement, comme on le constate, il y a une évolution sur le front social, bien évidemment, et c'était prévisible, n'est-ce pas? Parce qu'il y a la situation sur le plan social, tout le monde sait que ça ne va pas. Il n'y a pas eu d'augmentation de salaire depuis pratiquement... Je ne pense pas, sous le mandat de Tanja, il y a eu une quelconque augmentation, mais quand ils sortent qui disent qu'il y a eu augmentation, les conditions de vie se sont dégradées, la cherté de la vie et tout et tout. Maintenant, on sait, pour le processus entre les élections jusqu'à aujourd'hui, il y avait l'ITN initial avec la CDTN. La CDTN, quand il y a eu les élections professionnelles, la CDTN a refusé. Et à partir de ce moment, les gens ont compris le jeu. Et c'est pour ça, ça me fait sourire quand j'ai entendu un journal dire les syndicats, et comment on appelle après le chef de la société civile institutionnelle, c'est le hérisson. Les syndicalistes politiciens parce qu'en fait, en réalité, ce que les gens ont découvert aujourd'hui, y compris les observateurs, c'est que les syndicalistes politiciens, on les a découverts à l'issue du processus. Et on sait pourquoi, pendant pratiquement tout le règne de Issoufou, il y a eu une accalmie. Aujourd'hui, ceux-là qui se sont coalisés, c'est quand même pas des enfants. Pour penser que quiconque bouge dans ce pays, ça veut dire qu'il est politisé. Mais ça me fait sourire quand des gens sont capables d'écrire ces choses-là. C'est des responsables quand même. Il faut se mettre, vous, simple petit journaliste, vous pouvez réfléchir à la place des gens ou savoir pourquoi les motivations, ils ont clairement dit leur motivation, n'est-ce pas? Ils ont signé des protocoles d'accord dont certains remontent à 2012, où le gouvernement a pris des engagements à mettre en œuvre. De 2012 à aujourd'hui, il y a des protocoles, des engagements pris par le gouvernement qui n'ont pas été mis en œuvre. Donc notamment la rivalisation du SMIC, notamment le recrutement, comment dirais-je, de contractuels sans concours, n'est-ce pas? Un certain, les avancements, comment dirais-je, un certain nombre d'avantages. Pendant 10 ans, le gouvernement, quand même, aujourd'hui, nous sommes dans la 13e année, ils ont quand même patienté. Et quand ils ont vu que, bon, dans le contexte présent, ça ne peut pas aboutir, c'est pour ça qu'ils ont décidé de se mettre ensemble. 14 centrales syndicales, plus les syndicats, le collectif des syndicats des commerçants. Moi, j'ai dit quelque part, ça doit inquiéter. Et s'ils se sont mis dans cette posture, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'effectivement, on sait les commerçants, c'est par rapport à cette histoire de facture certifiée. Ils ont négocié, ils ont tout fait. Le gouvernement cherche à calmer. À chaque fois, on a vu pendant toute la décennie écoulée, quand il y a feu, le gouvernement appelle pour essayer de négocier, mais après négociation, on ne met pas en œuvre. Ça a été fait avec les universitaires, je parle sous le contrôle de Bounty, avec le SNEX, par rapport aux frais de recherche et tout et tout. On ne travaille pas avec des partenaires comme ça. On prend des engagements, on se donne les moyens de mettre en œuvre ces engagements. Et moi, je pense qu'ils sont dans leur droit le plus légitime de pouvoir, parce que aujourd'hui, on sait le contexte dans lequel on évolue, plus possibilité de faire une marche de protestation pacifique dans ce... Mais au moins, si le droit de grève qui est reconnu, ça, on ne peut pas leur empêcher ça. Ils sont capables de mobiliser leurs militants pour montrer leur mécontentement. Mais à la seule différence avec les marches, c'est que cette fois-ci, ça fait mal. Ça va faire très mal au gouvernement, parce que quand il n'y a pas de travail, quand tout est paralysé, mais où est-ce que l'argent sort? C'est parce qu'il y a le travail, il y a une production. Et les arrêts de travail, la grève, le palais, c'est prévu pour déjà lundi. Lundi, 27 et 28 ils ont déjà fait une première, une première grève de 48 heures. En janvier, je crois, le 25-26 janvier, ils ont fait, qui a donné un résultat. Maintenant, cette fois-ci, la grève qu'ils sont en train de vouloir faire demain, c'est une grève qui englobe pratiquement 14 centrales syndicales, plus, comme je l'ai dit, le collectif des syndicats des commerçants et des agents de transit. Ça veut dire que ce n'est pas rien. Maintenant, vouloir les infantiliser, moi j'ai dit, il faut aller doucement. Ça dit, il faut savoir ce qu'on écrit, parce que ce n'est pas des enfants, ils savent ce qu'ils veulent dans la vie. Mais comme l'a dit madame, c'est aussi la liberté. Non, mais je vais dire, il y a des choses, un minimum. On ne peut pas prendre tout ce beau monde. USTN, premier syndicat, centrale syndicale du pays, CNT,
C'est aujourd'hui deuxième position. On va prendre encore l'IGSL pour considérer que c'est des gens qui sont derrière, c'est des politiciens. D'abord, c'est qui le politicien qui peut se mettre derrière ces gens-là? Non, moi j'analyse sur la base, non. Laisse-moi dire ce que je pense. C'est-à-dire que le journaliste doit au moins... Non, même si tu dois défendre un camp, tu dois défendre, essaie d'être lucide dans ta défense. Pour que tu sois pris au sérieux. Parce que là, systématiquement, quiconque va voir ça, pour lui c'est carrément une manipulation. Mais pour avoir quel effet sur l'opinion? C'est pourquoi je suis surpris de ta part. Non. Laisse-moi finir. Oui. Tu es vu de la vie. Tradam. Depuis tout ce temps-là, la presse nigérienne, à un certain moment, il est devenu, je m'excuse, pratiquement, en tout cas la presse papier, il est devenu le caniveau. Tu le sais, autant que moi. Nous avons lutté pour que ça ne soit pas comme ça. Avec 250 000 francs, on te paye un tirage. Tu es là chez toi, on te réveille, tu viens, tu écris, on te dit, voilà, tu écris ça, et puis ça sort. Donc, il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de professionnalisme dans ça. Mais on ne veut pas lutter contre ça. Tout le monde est content, parce qu'il y a une pluralité. On dit non, il y a 1000 titres en Niamey, les gens sont contents. Mais c'est pas ça qui fait le journalisme. C'est pas le sujet. Mais c'est vrai, non. C'est pas le sujet. Et c'est lui qui a ouvert ça, c'est pourquoi je suis étonné. Je suis étonné qu'il soit éclairé. Tout le monde vit dans sa chair, ce problème. Quand tu prends la presse nigérienne, tu te rends compte que vraiment, tu te demandes parfois, est-ce que c'est vraiment, qu'est-ce qu'il raconte? Mais pour vous, Donc, est-ce que cette grève marchera ou pas et pourquoi? Non, cette Au grève, vu du contexte. oui, au vu du contexte, moi je dis, les gens, si par le passé, les gens avaient plus ou moins regardé dans la télévision en disant toujours que c'est leur parti qui est au pouvoir, mais aujourd'hui avec le temps, le panier de la ménagère, comme on dit, il est en train de devenir plus corsé que jamais. Le ramadan est en train d'approcher à grands pas. Et les choses sont pas Oui, mais justement, c'est pour dire ça. Donc, les gens sont obligés de dire, ah, nous devons faire attention. C'est le parti, c'est vrai, mais le parti n'est pas dans ma poche. Donc, je pense que c'est ça l'élément qui milite pour la réussite de cette grève. Les gens sont pratiquement à bout. Ils ont mis peut-être le dernier trou de la ceinture, donc ils ne savent pas comment faire aujourd'hui. Et si cette grève peut le permettre d'influencer les décisions du gouvernement, de faire influencer le gouvernement pour que certaines décisions soient revues à la baisse, surtout avec l'arrivée de Ramadan très bientôt, je pense que les gens gagneraient. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure en off, ce qui doit inquiéter effectivement le gouvernement, c'est l'ensemble des corporations qui sont signataires de ce préavis-là. Parce qu'au Niger, comme on l'a tous dit, les fonctionnaires en réalité ne sont pas un baromètre de la réussite d'une grève. Les vrais baromètres, c'est les petits métiers. C'est les transporteurs, les taximans, les petits commerçants, les vendeurs de pain, de chai. Comme en 2005, où la société civile, pas les syndicats même à l'époque, c'était la société civile qui a obligé le gouverneur de Seydou Hamamadou à revenir sur les mesures fiscales antisociales que ça a prises. Donc je crois qu'aujourd'hui encore, nous sommes pratiquement dans la même situation. Chacun crie son mal. Avant, il y avait l'euphorie, tu es contre mon parti, mais aujourd'hui, de plus en plus, il n'y a plus cette euphorie-là. Il y en a, mais en tout cas, il n'est pas aussi criard que ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus son intérêt à soi qui est menacé. La plupart des Nigériens qui crient haut et fort sentent leur intérêt menacé. La scolarité est chère, l'électricité est chère, l'eau est chère, comment on appelle ça? La nourriture est chère, le logement est cher, la santé coûte cher, le transport. Donc, et on ne voit pas l'embellie, l'éclaircie pour un temps. Donc c'est pourquoi les gens, il n'y a même pas des élections à vue pour espérer avoir les moines électoraux. Paradoxalement, on augmente les autres. Le gasoil, on augmente sur le gasoil. Les taxes des véhicules. Les vignettes, oui. Bon, voilà. Donc c'est pourquoi j'ai dit, aujourd'hui tout le monde est concerné. Il n'y a pas une classe qui n'est pas concernée. Même ceux qui sont au pouvoir là, même celui qui est au sommet là, il a des gens qui sont concernés. Donc ce n'est plus une affaire de mon parti ou bien du parti ou bien de l'opposition. Non, c'est une affaire aujourd'hui qui est en train de devenir nationale. Parce que regardez, c'est rare de voir les taximètres
et les Kabou-Kabou se coaliser, parce que ce sont des gens qui sont vraiment, je ne dis pas dans une extrême précarité, mais quand même ce sont des gens qui luttent tous les jours, au quotidien. Voilà, il faut qu'ils travaillent. Et s'ils acceptent abandonner une journée entière pour rien que faire grève, ça veut dire que vraiment le problème, c'est un gros sacrifice. Ça veut dire que voilà, ils sont prêts à le faire, donc ça veut dire que vraiment ils ont ça sur le cœur. Voilà, exactement. Bon, moi je pense quand même que c'est quelque chose qu'on aurait pu éviter, à la mesure où, dès qu'il est arrivé au pouvoir, Bazoum dit qu'il s'est inscrit dans le sens du dialogue. Moi je pense qu'aujourd'hui, il y a un petit groupe autour de lui qui ne voudrait pas qu'il négocie, ou qu'il continue à négocier. C'est dangereux, vu le contexte dans lequel nous sommes. Il ne faut pas l'oublier, nous sommes d'abord dans un contexte de guerre. Et maintenant, si la grève générale vient s'y ajouter, on ne sait pas le péril dans lequel le pays plonge. Moi, je me dis que, véritablement, franchement, cette grève-là, elle va réussir, puisque je connais beaucoup de ces acteurs, et derrière eux, il y a du monde. Maintenant, il faudrait faire en sorte que la grève n'ait pas lieu, appeler ces gens-là. Parce qu'ils ont des griefs qui n'ont rien à voir avec la politique. Vous avez pris des engagements depuis 2012, vous ne les avez pas tenus. Maintenant, on voudrait que vous les teniez, ne serait-ce que commencer à les tenir. De l'autre côté, la CDTN, elle est dans le pays pour dire que non, nous ne partons pas en grève parce que nous avons obtenu un accord et nous avons obtenu pas mal de choses. Le fait de repousser l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans, l'âge d'entrée à la fonction publique de 45 à 47 ans, le SMIC sera augmenté. Je crois qu'il y aura un package, comme disent les Anglais, pour ceux qui vont aller à la retraite, ainsi de suite. Mais cela ne suffit pas, parce qu'on se rend compte d'une chose. Les 14 centrales syndicales là touchent du doigt ce que nous vivons au quotidien, la cherté de la vie. Même la CDTN. Mais non, elle n'en parle pas. Oui. Mais les autres, ils en parlent. La cherté de la vie nous frappe tous. Et aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que c'est simplement dû à la guerre en Ukraine, ou l'opération militaire spéciale des Russes en Ukraine, qui fait que la vie est devenue chère. La vie devient de plus en plus chère parce que le gouvernement est en train de nous presser pour nous soutirer le peu que nous avons. Voilà le fond du problème. Vous voyez, la TVA, en fait, comment ils appellent ça, la facture certifiée, là, en réalité, c'est pour dissocier la TVA et pour les services gouvernementaux, aller pouvoir récupérer l'argent liquide à tout moment. C'est ça l'objectif. Sans compter le fait que ces entreprises-là, à la fin de l'année, vont payer aussi l'impôt sur leur revenu. Mais en cas, la facture certifiée, c'est de l'argent liquide qui est déposé dans les caisses, et par exemple si le président veut voyager qu'au trésor il n'y a pas d'argent, on récupère, on fait du ramassage, si je peux l'appeler ainsi, et puis il s'en va. Donc concrètement, ce que ces 14 centrales syndicales-là disent ou font concerne notre vie à nous. C'est pas qu'on soit travailleur ou qu'on soit à la retraite, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on est frappé par la cherté de la vie. Et moi, il m'arrive d'aller acheter les condiments pour ma femme. Je me rends compte chaque jour que Dieu fait, surtout à l'approche du Ramadan, chaque jour que Dieu fait, le prix des produits de première nécessité ne fait que grimper. Donc, c'est vous dire que je pense que sur les 30 dernières années, on risque de passer le Ramadan le plus difficile cette fois-ci-là. Parce que les gens n'ont aucune intention de revenir sur les prix. Au contraire, ils sont en train de les multiplier de manière exponentielle. Et il se trouve que, en tout cas, les revenus des travailleurs et des autres là ne suivent pas. Donc, nécessairement, les gens vont souffrir. En réalité, ce n'est pas autre chose. Moi, je pense qu'il ne faut pas penser. C'est le ras-le-bol. On ne peut pas être. Moi, la dernière fois, je me suis posé des questions. On a tout un dispositif, un ministère du Commerce et tout et tout. Mais chacun fait à sa tête. Les prix augmentent. Simple papier Lotus de 100 francs à 125, 150. Alors, on se pose la question. Qu'est-ce qui a fait cette offre? 50% d'augmentation. 50%. Le papier de sucre qui s'achetait il n'y a pas longtemps à 1000 francs, ça passe à 1300 aujourd'hui. On n'est pas encore arrivé au Ramadan. Alors, quand quelqu'un va venir sortir dire que ce n'est pas légitime ou ceux qui sont en train de vouloir revendiquer ces politiques, moi, ça me choque.
Ça me choque parce que, d'accord, il faut aller prendre là où tu vas. Mais qu'on tienne compte du fait que ça affecte pratiquement combien de millions de Nigériens dont le revenu représente quoi? Qui ont les revenus modestes, voire faibles. Il y a plus de revenus faibles dans ce pays que de revenus même modestes. Alors, vouloir dire que, parce qu'il y a des gens qui ont décidé d'engager la lutte, qu'ils sont politisés. Mais alors, moi, je me pose plein de questions dans ce pays. Qu'est-ce que les gens veulent? Dans des pays, pour une augmentation, on a vu le prix du gasoil. Du jour au lendemain, on augmente 130 francs. On l'impose. Alors que nous produisons ça localement. Et ça impacte sur tous les coûts. Et les gens trouvent que c'est normal qu'on accepte ça. Et des gens sont capables de venir dire non, c'est avec ça qu'on construit. Alors que les routes qui sont en train d'être construites, on va endetter le pays. Les infrastructures qui sont en train d'être faites, c'est pas avec ça. On va prendre l'argent là pour aller juste entretenir des hommes, des gens à ne rien faire, de conseillers à ne rien faire. Alors, pendant que le pauvre citoyen qui est en bas, il trime dur et il paye cher. Alors, il faut mettre fin à ça. Moi, je considère que ça ne peut pas continuer. Moi, je vois quelque chose d'extraordinaire. Il se durant tout son séjour, tout son règne, il n'a pas construit une cité. Mais aujourd'hui, sa fondation construit des maisons, des classes par-ci, par-là. On t'inscrit au cours du jour, tu échoues. Maintenant, c'est cours à horaire décalé ou cours du soir là que tu veux réussir. 3 classes à machin, à l'école primaire de la Kouroussou, 90 maisons avec des ONG à Bangoula. Donc, moi, je trouve que c'est pas sérieux. Du moment où tu n'as rien fait de bon là, dans le domaine, sincèrement, si tu quittes, arrête cette histoire de fondation. Vraiment, reviens à toi-même. Et le peu que ce que ton entourage a pris là, demande aux gens de remettre. Comme ça, on va construire des milliers de classes. Mais tu ne peux pas... Aujourd'hui, quel est le crédit pour la fondation Issou Mamadou là, quand elle construit des classes, Non, les gens vont se dire que, dans tous les cas, on ne vous remercie même pas. À quoi il faut remercier un homme politique, un dirigeant politique pour avoir construit? Tu l'as élu pour ça. Mais il doit, c'est son travail. Non, maintenant il n'est plus au pouvoir. Non, moi, quand les gens se mettent à acclamer, non, moi je dis non. Non, il est là pour ça. S'il ne peut pas. Non, mais comment il doit construire des classes? Mais alors, s'il n'est pas là pour construire des classes, il est. On va demander la démocratie à un sous-développement. Mais pour revenir à ce que Bonti dit, à la vérité, quand même, oui. Non, moi je veux dire, quand même, sous les 10 ans, il a construit quand même des classes. Et il a construit aussi au moins une cité militaire que moi, on en a parti ici, qui est à la sortie du Némé, là sur la route de Oualam. Voilà. Ça, au moins, pour la vérité, il faut le dire, il a construit. Quel nom? Quel est le nom? Ça discute entre Karidio et c'était... Non, Karidio, c'est par vers Tonibia. Voilà, donc c'est ça. Non, Karidio, c'est vers Tonibia. Oui, c'est voilà, c'est la... Et ça ne porte pas le nom de Issoufou. Oui, mais non, mais on appelle cité Karidio parce que Karidio a construit la cité quand il était ministre de la Défense. Oui. Nulle part, on ne voit le nom de Issoufou. Non, mais justement. Issoufou était inscrit au cours du jour. Non, tu ne peux pas le défendre. Non, je ne le défends pas. Oui. J'ai dit à la vérité, tu as dit qu'il a... J'ai dit non. Pour la vérité... Ça, il a fait. Encore que les classes, il avait promis 2 choses. La réservation des classes avant la fin de son mandat. 5 ans, pas même pas de 10 ans. Et la construction de 2500 classes par an. Mais non, mais sur les 5 ans. Mais ça, si vous vous rappelez, dès la première année, le problème s'est posé. Oui, puisqu'il a avancé. Oui. Non. Je sais de quoi je parle. Pour ça, oui, moi, je sais. Mais quand le bilan. Nous aussi, on sait ce qu'on a entendu. Ce qu'on nous a dit. Ce que vous avez entendu là, c'était pas ça la vérité. Parce que les gens, ils se foutent. Les gens l'ont induit en erreur lui-même. Les chiffres, non. Il faut dire la vérité des choses. Il a dit qu'il a essayé de donner pour objectif 1500 classes par an. 2500 classes par an. Si vous vous rappelez, il y a eu un débat pour l'an 1. Où le journaliste d'Africa Alpha Bari il a démontré que ce n'était pas possible. Et pourtant, dans les bilans, les gens ont rapidement mis des trucs comme ça. Et l'opposition, même quand elle est répartie sur le terrain, elle a dit que c'est faux. Voilà. Mais ce qu'il n'a pas fait à l'époque, c'était de chasser tous ceux qui l'ont induit en erreur. Parce que même si tu n'as pas été à l'école, 2500 classes par an, chacun savait que c'était pas possible. Sauf que lui-même, en tant que président, a réitéré ça dans ses discours suivants. Mais ça, je suis en train de dire. Oui, il a justifié. Mais parce que, non. Ah non.
Quand les gens On l'a ont pas dit, induit en erreur. ah non, quand non. Ou il a accepté d'être Oui, il a accepté. Non, il n'a pas été Il a induit. accepté. Donc, il n'a C'est pas été expressément induit. qu'il a Oui, accepté. il a accepté. Parce que les gens ont dit des choses, mais tout le monde savait que c'était pas possible. Nous, toutes les données qui Et venaient, même en on savait que c'était pas possible. 2021, quand il quittait, il a dit que sa mission est remplie. Il a dit que tout ce qu'il a Bon, promis. mais ça, Mais donc ça fait partie. Voilà. L'une des promesses les plus Pro- fortes, non. c'est celle sur l'éducation. Promesse tenue dit. L'une des promesses les plus fortes, c'est sur l'éducation. C'est sur l'éducation. La dernière fois, quand il y a eu le congrès, Oui. il a lancé des chiffres qui concordent. Oui. Dans son discours qui concordait à rien du tout. Non, ces chiffres ont toujours été fallacieux. C'était- C'est clair. C'est clair. Il y a des choses que moi je ne peux pas révéler ici. Et je préfère me taire. Mais je vous assure que ici, personne ne l'a trompé. Il a expressément, il donne ces chiffres-là pour les besoins de la cause. Personne ne le trompe. Faut pas. Mais aujourd'hui encore, il fait semblant d'être aujourd'hui là, encore, mais dans il tous sait les ce documents qu'il fait. officiels qui parlent de bilan, et Voilà. tout, c'est les mêmes chiffres. Non, mais ça, je suis en train de dire. Voilà. On dit Et la même chose. d'ailleurs, quand tu discutes ces chiffres-là, Non, t'as mais plus ça, de problème avec, non, mais ça, je suis en train de dire. On dit la même avec, chose. Hein. La seule différence, c'est que j'ai dit, il a avancé un chiffre. Les gens se disent, c'est un chef, il a dit ça, il faut qu'on trouve ça. Et c'était ça l'erreur. Les premiers chiffres qui sont arrivés, la première, deuxième année, non. Ah, oui, non. 2500 Non. classes. Les gars qui rapportaient. C'était à sa portée s'il y avait la volonté. Les gars qui Surtout disaient, que les gars qui beaucoup de rapportaient pays qui interviennent dans les informations, l'éducation ils savaient que c'était dans pas ce possible. sens-là. Oui. C'était pas possible de le faire. Mais les gens, on dit, ah, c'est le président qui a dit, il faut faire ça. Parfois, les gens amènent les chiffres, même si, en amenant là, ils corrigent au papier, les choses, au bic. Donc, c'était pas sérieux. Les gens savaient, ils disaient, non, c'est lui qui veut ça, il faut que ça soit comme ça. Et tant qu'on est dans cette logique de dire, parce que le chef veut ça, il faut qu'on le fasse ça, mais le Niger n'est pas. Mais justement, mais les gens. non, même pas ça. On n'est même pas dans cette logique, on est dans la logique du chef. Mais voilà, mais ça, Parce que c'est ça aussi, pour être clair, Ouais. ils étaient tous dans la logique du chef. Voilà, dans la logique du chef. Voilà, Ouais, donc voilà. le chef, Et le chef savait que voilà ce qu'il trompé, voulait. Voilà ce qu'il voulait. Et il a Donc, accepté. il faut. Voilà. Voilà. Leur travail, c'était juste ça. Voilà. C'était juste de satisfaire la logique. Voilà, la logique du chef, Voilà. qui n'était pas bonne. Voilà. qu'elle soit Quand bonne. tu dis qu'ils ont mis 8000 milliards ou combien de milliards dans les 3N, Voilà. mais quand il donne les chiffres, il est conscient. Il est conscient. Et il sait que ce qu'il dit là ne concorde pas avec la réalité. Mais il le dit. Il le dit parce que tout simplement, ça obéit à sa logique qui consiste à dire j'ai fait plus que tous ceux qui m'ont précédé. Ouais. Voilà, Voilà. ouais. J'ai Ça, fait plus oui, que. ça c'est son Et postulat. maintenant, ouais. Bazoum, quand Bazoum va vouloir faire, il va dire non, il faut t'arrêter à là. 8 000 milliards, chaque cultivateur nigérien allait avoir son tracteur. propre tracteur. Bon, en tout cas, nous autres représentatifs, on allait allait avoir. Mais on ne va pas donner quand même un tracteur à quelqu'un qui est à Dogandouchi. Il va faire quoi avec Pourquoi pas? Non, mais on va faire la même chose. Quelqu'un qui est à Venezuela. Ou amener. Merci, docteur Amadou Boutigalo. Merci, Tradam, Traoré Doda. Merci, Hussein Issa. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir reçus chez vous pour. Et on lui dit bonjour au passage. Docteur Amadou, certainement qu'il est en train de suivre cette émission. Et même si ce n'est pas le cas, on lui dit bonjour. Et puis voilà. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été de notre excellente suite de programme sur la télévision Bonferré. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.